Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, bonjour. Bonjour Bédiel Kanafi, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Est-ce qu'on serait pas un petit peu fatigué? La nuit a été courte. Moi ça va. Et pourquoi donc? Pourquoi Parce qu'on a même pas veillé en plus. On a maté un Nintendo Direct à 23h. Et non, mais moi je me suis couché à minuit et sache que c'est tard. C'est franchement, il faut ces heures de sommeil. On se lève pas à la même heure, il faut dire. Donc, le Nintendo Direct, celui du 9 février, habituel pour Nintendo, toujours un petit Nintendo Direct en début d'année. Est-ce qu'il a été cool? Qu'est-ce qu'on en a retenu? Nico, je te laisse commencer. Quel est tes temps forts sur le Nintendo Direct? Il était en tout cas cool parce que rythmé, parce que plein d'annonces. Il y avait quelques fils rouges qu'on va développer un petit peu. Alors moi, j'ai un poil petit regret, c'est qu'il n'y a pas de gros jeux Nintendo un peu neufs, un peu excitants à mon goût qui ont été annoncés. Tu vois, le Kirby, c'est vrai que je suis moyennement hypé pour l'instant. Tu aurais aimé des nouvelles licences? Oui. Ou alors un gros jeu de la franchise Nintendo. Ouais. C'est vrai que là, Splatoon 3 m'excite pas plus que ça. Mario Striker, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas forcément mon délire non plus. J'en viens à me réjouir du DLC de Mario Kart, parce que je suis fan de Mario Kart. Donc, on nous sort 48 courses récupérées des anciens épisodes qui vont sortir donc par vague, 6 vagues de 8 courses jusqu'à fin 2023. Un DLC de 25 boules, vu qu'on Mario Kart 8 continue à se vendre. Niveau business, ça reste une décision très intelligente et compréhensive. Et il se gare certainement le Mario Kart 9 en fin de vie de la Switch, avec un parc installé de 400 millions de consoles, et ils vont tout arracher, quoi. C'est plutôt malin, un petit game of the service façon Mario Kart. Ouais. Ils rendent aussi leur Switch Online, finalement pour les fans de Nintendo, quasiment immanquable, inévitable, dans le sens où mieux vaut payer un pack family à 45€. Ouais, si t'as moyen de trouver 8 potes et partager l'addition sur le pack c'est familial. Autant que ça, c'est 8. Ouais, ça reste très très peu cher finalement. Après, moi, j'avoue, je pense que je vais plus prendre le DLC à 25 boules, parce que je suis un rebelle des familles. Non, mais si t'es vraiment dans l'écosystème Nintendo, oui. Par exemple, tu joues à Animal Crossing, tout ça, petit à petit, t'as le rétro, la 64, la Mega Drive qui sont arrivés. Si tu te sens bien dans cet écosystème, finalement, du coup, ils te mettent du contenu en plus. Oui, et puis ça semble se dessiner comme une nouvelle stratégie. Donc, à coup sûr, un DLC de Breath of the Wild 2 sera aussi intégré dans le pack, peut-être pour Kirby. Tu vois, t'es le premier à dire non, je vais prendre le DLC, mais tu t'es posé la question. Finalement, ils ont commencé à gagner. Ça se calcule, Ils te questionnent en fait. Il suffirait d'un nouveau DLC qui m'intéresse pour que là, le calcul soit vite fait et que je m'abonne derrière, quoi. Tu l'as dit, Breath of the Wild, si le 2 il est pas sorti, on n'a pas la date, mais on parle déjà des DLC. Mais si DLC il y a, s'il rentre dans ce Switch Online, on sera tous abonnés. Petit regret pour Mario Kart quand même, c'est qu'il n'y ait pas de nouveaux persos annoncés. C'est juste des circuits et des vieux circuits qu'on connaît. Donc j'aurais aimé aussi au moins un nouveau circuit par vague. Mais bon, j'imagine que les nouveaux circuits, il est taf pour Mario Kart 9. Quoi. Un nouveau circuit, un nouveau perso par vague en plus des anciens. Ouais. Tu voulais un Mario Kart 9 en fait. Un petit peu, mais bon, je me contenterai de ça. Je suis déjà très content. Bon, de toute façon, ils sont malins. Ils jouent sur la nostalgie. Et donc, ça a été l'un aussi des autres segments intéressants. Moi, j'ai vu un fil rouge JRPG. En tout cas, c'est vrai que il y a eu beaucoup de titres qui ont été annoncés. Il y a eu un One More Thing, un gros truc, donc Xenoblade Chronicles 3, un jeu moi que je n'imaginais pas être un One More Thing pour conclure en fait un Nintendo Direct. Je l'imaginais comme un temps fort, par exemple d'une grosse présentation, même un Nintendo Direct 2-3, mais là ça a été vraiment l'acmé, le truc qui a explosé parce que il y avait vraiment un fil rouge tout au long de ce Nintendo Direct avec plusieurs annonces, plusieurs JRPG. Alors il y a eu du remake de Front Mission, premier du nom, du Earthbound qui rentre dans le Nintendo Switch Online. Il y a eu du Live Alive, donc franchement énorme, donc un jeu de 94 par Square qui a donc une démo dispo et qui sortira pour le coup en avril. Le Live Alive en 2D HD, le nouvel mode. Qui a de la gueule. Mais Live Alive, c'est un jeu particulier, donc il fera pas l'unanimité, mais par rapport, tu vois, même à Chrono Cross ou Xeno, lui, c'est encore plus le JRPG obscur que tu dis Conan, mais que personne n'a jamais joué, en fait. Quoi. Ouais, mais on est les premiers à tomber sur les studios, les éditeurs, quand en fait, ils abusent, quand ils font des moves tactiques, marketing faciles, tu vois. Là, on pourrait dire, mais vite, donnez-nous Chrono Trigger en 2D HD, parce que c'est l'évidence, je pense qu'on le veut tous, mais on l'a peut-être déjà tous fait, Chrono Trigger. Là, ils prennent des risques avec Live Alive, avec un jeu qui n'est pas sorti de l'archipel, avec un jeu qui est obscur, qu'on ne connaît pas. On voit aujourd'hui les JRPG qui tournent un petit peu sur un même canevas, et là, Live Alive, on est sur plusieurs personnages dans des temporalités différentes, qui ont un gameplay similaire, mais
un personnage qui a plus de l'espionnage, l'autre qui a plus du combat, et en fait quand tu débloques tous les persos, t'en as 2 à la fin qui vont faire le lien, donc des JRPG concept qui montrent à quel point la richesse était forte à l'époque. Ouais, et c'est marrant parce que Square Enix ressort aussi pas mal de sagas autour de la licence saga, et c'est un peu le même cas de figure, avec des jeux s'il faut qui gagneraient plus, enfin qui convaincraient plus aujourd'hui parce qu'ils avaient déjà un aspect un peu moderne et un peu innovant pour l'époque. S'il faut, ils seraient plus appréciés aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on va les apprécier, comme tu dis, d'autant plus. Après, moi, ce que je veux relever, c'est là, pour le coup, bravo Square Enix, tu vois, de pas tomber dans la facilité. C'est chouette, c'est du patrimoine, c'est-à-dire que ils vont réhabiliter comme ça des vieilles licences et des vieux jeux sur lesquels on n'a pas eu la chance de mettre les mains. Franchement, cool, bravo, quoi. Oui, ils embrassent complètement leur back catalogue, ce qu'on leur réclamait depuis des années. Ils ont enfin compris l'attrait que ça peut avoir. Et la 2D HD, je pense qu'on peut s'attendre à avoir une tripotée de vieux jeux refaits par ce prisme-là. Et c'est plutôt cool parce que je trouve le rendu de Live Alive est vraiment chouette, quoi. Ouais. Juste sur le 2D HD, là, il y a Triangle Strategy qui a été encore montré. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une démo qui est tombée où il y a les 3 premiers chapitres, 3 chapitres qu'on va pouvoir conserver pour sa partie. Ça, c'est chouette. Ça va être une démo de 15 heures encore. Elle va être extrêmement longue. Encore dans le patrimoine, enfin dans les légendes, il y a Chrono Cross et Radical Dreamers. Ça, c'était le serpent de mer qu'on attendait tous depuis des années, un Chrono Cross qui n'était jamais sorti chez nous, qui sera traduit en français. On a vu passer quelques features, apparemment il y aura moyen de basculer entre 2 styles d'affichage, un peut-être plus rétro, l'autre plus moderne. On attend de voir comment ça rendra visuellement, je sais pas si ça avait été dévoilé encore dans les vidéos qu'on a pu voir passer. Merci pour l'investissement, les traductions pour l'Europe dans plusieurs pays, la musique, les remasters qui ont été faites, pour Live Alive aussi, Shimomura a mis beaucoup du sien. Enfin, c'est chouette, moi c'est cet engagement que je veux relever. C'est un peu ce qu'on aurait tous rêvé il y a 5-10 ans et qui se concrétise enfin, quoi. Ouais. Et dernier petit point, parce qu'Advance Wars c'est aussi du tactical qui sortira en avril. Tout ça fait que on a eu un direct ponctué de beaucoup de JRPG, du tactique, du tour par tour. Il y avait une petite douille tactical avec Fire Emblem où tout le monde a cru que c'était la suite de Three Houses alors que c'était un Musso dans le monde de Three Houses. Je ne veux pas en parler. Je pense que ça a pu décevoir quelques personnes. Ah, moi j'ai eu une petite descente d'organes, quoi. J'ai fait et puis j'ai fait et voilà, la fin, Xenoblade Chronicles 3. Voilà, on n'en dira pas plus. Suivez Damien sur les réseaux. Il a très mal dormi d'excitation. Enfin. On est content pour lui, on est content pour nous. Ça sera septembre, néanmoins. Ouais, c'est cool. Un gros jeu à venir pour la Switch. Est-ce qu'on va voir un duel FF16 Xeno 3? C'est pas impossible. Moi, j'ai juste envie de dire qu'il y a un petit peu de jeux que j'ai aimé. C'est Klonoa qui revient et Kirby avec ça fait plaisir. Donc on a de la plateforme 3D avec un peu un Mario Odyssey façon Kirby et Klonoa, PlayStation 1, cette 2,5D avec de la fausse profondeur. Moi, je me souviens de Pandemonium à l'époque, il y en avait eu 2. C'est quoi? J'aime bien. Ouais. Puis ça reste super joli et tout. Parce que je peux juste en placer une pour le Wii Sport de la Switch qui revient. Ah, c'est cool, je voulais en parler aussi. Alors, donc ça s'appellera Nintendo Switch Sport, je crois. Donc 6 sports sont au programme, sachant que le golf arrivera en fin d'année gratuitement. Alors je sais pas ce que t'en penses, parce que c'est le retour du motion gaming dont on n'est pas forcément les plus fans. Mais je trouve que le jeu a l'air déjà moins fun et moins complet que Wii Sport Resort, qui est arrivé en second temps sur Wii. Il y a pas un peu dommage, quoi. Ouais, je suis d'accord, il y a pas une patine, en tout cas dans les graphismes. Wii Sport, il avait une patate. Et puis on avait bien kiffé Wii Sport Resort. On y avait passé quelques temps dessus. Ouf, avec le petit motion plus, encore plus de précision, avec le ping-pong et tout. C'est sympa. Non, moi, ce Wii Sport, il me fait penser à une volonté de Nintendo de relaunch, de relancer la Switch. Là, elle a eu une première vie. Là, ils ont dépassé les 100 millions, donc mortel. Et on a différentes déclarations qui disent mais non, ça c'est la moitié de la vie de la console, ça fait plusieurs fois qu'on l'entend. Et comment relancer la Switch qu'en faisant un lancement, en sortant un jeu qui a lancé la Wii. Et là, en fait, c'est que c'est un nouveau tremplin dans la vie de la Switch et ça peut relancer le truc. Nul doute qu'ils vont en vendre des caisses. Après, relancer la Switch milieu de vie, c'est un constat qu'on partage tous les deux, c'est que la gueule des jeux Switch aujourd'hui, on en a déjà parlé la dernière fois. Ça, on peut en faire un point. Ouais. Ça devient un peu problématique. Même. On n'est pas du tout les ayatollahs du gameplay qu'il faut du gameplay du visuel avec de la 4K et du HDR, mais comme on l'a déjà dit la dernière fois, c'est que les nouveaux jeux Switch aujourd'hui sont moins beaux que les jeux de la première année, quoi. Là, on a vu, on s'est marré sur le Star Wars Unleashed, qui était vraiment dégueulasse, mais on a appris après coup que c'est un portage d'une version Wii, donc ok. Mais là, ce qu'on a vu, au secours, quoi. Si on a encore 50 Switch comme ça, ça va être long. Ça va être long. Le Nintendo Direct au global, est-ce que t'as plutôt été satisfait? Ça t'a fait plaisir? 40 minutes rythmées? Oui, mais je culpabilise un peu parce que c'est toutes les vieilleries, les reportages et remakes qui nous ont excités. Et... En fait, est-ce que c'est vraiment ça qu'on attend, quoi? Je ne sais pas. Nintendo, ils t'ont eu.
Ils m'ont eu depuis, ça fait 30 ans qu'ils m'ont eu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la Switch, dans le fond, on n'y joue peut-être pas tant que ça. Et finalement, ils arrivent à nous exciter avec des annonces de nostalgie. Moi, je suis aux anges, hein, vraiment. Je pense que c'est un Nintendo Direct que j'aurais pu rêver, que j'aurais pu fantasmer. Et là, je vois que c'est réel. À me dire même que les années à venir vont être ponctuées encore de Xenogears. Enfin, là, on va revenir. Oui, on est parti pour avoir 5-6 RPG de ce genre chaque année. Et c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Après, il y a quand même quelques gros jeux qui s'annoncent sur la machine. Il y a Kirby, il y a Bayonetta 3, il y a Xenoblade 3, peut-être Zelda s'il n'est pas décalé. Il y aura quand même de quoi bouffer, hein. Faut pas non plus faire les difficiles. Voilà, mais tout ça, ça sera pour les prochains Nintendo Direct, nous l'espérons. Voilà, ça c'était le début de l'émission. Je te demandais comment ça allait. Voilà, hier soir. Mais je t'ai pas dit le sommaire. Qu'est-ce qui va se passer dans je ne sais pas, moi j'arrive. Moi, dans cette émission, il y aura 2 sujets, hein, de l'actu et un jeu, hein, la chronique chiffres et stratégie. Hein, c'est celle de Nico. Tu vas nous parler de la réponse de Sony à Microsoft. Et le jeu, c'est pour moi. Hein, ça sera Légende Pokémon Arceus. Il y aura aussi l'interlude Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur Stadia qui change de braquet, hein. Comme on l'imaginait, on l'a évoqué, Stadia passe à sa techno en marque blanche et se concentre plutôt sur le B2B. Nico, tout ça, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il en est de Stadia? Alors souvenez-vous, je crois que c'était en février dernier, donc ça fait déjà un an quasiment pile, Stadia a annoncé cesser ses investissements dans ses studios in-house qui devaient donc produire du contenu exclusif pour sa plateforme de streaming. Et à l'époque, on avait dit tous les deux, écoute, c'est le début de la fin. Ils vont juste laisser mourir le service à petit feu. Là, on passe déjà au deuxième clou sur le cercueil aujourd'hui, à savoir que Google oriente bel et bien le business sur la vente de sa technologie en marque blanche. C'est-à-dire qu'en fait, on fournit un service de streaming clé en main à quelqu'un qui pourra s'en servir pour du jeu vidéo, mais pour aussi autre chose. On voit qu'il y a apparemment un fabricant de vélos, d'appartements connectés qui serait intéressé. Peloton. Donc le service mute un peu de Google Stadia vers Google Stream, donc ça devient un service Google au global. Et donc on voit que la division Stadia en tant que telle commence à avoir un petit peu la fuite des capitaux et des cerveaux. Donc là-dessus, comme je l'ai dit, c'est le deuxième clou sur le cercueil. Rendez-vous en février prochain peut-être pour voir le service débranché une bonne fois pour toutes, quoi. Ouais, c'est ça. On le verra à travers peut-être d'autres studios, d'autres éditeurs. On sait qu'ils ont approché Capcom, Konami, Electronic Arts, et Capcom en l'occurrence serait intéressé pour pourquoi pas balancer des démos de jeux directement sur votre navigateur internet. Donc, mais tout ça, ça sera juste transparent. Oui, et puis ça reste un moyen pour eux de rentabiliser toute la recherche et développement qu'ils ont fourni sur Stadia en amont, hein. Donc peut-être qu'ils s'y retrouveront au final et que ça restera une opération blanche, ou encore peut-être qu'ils gagneront de l'argent finalement, mais ça restera quand même un sacré fiasco cette histoire de Stadia, quoi, vraiment. Voilà pour Stadia. Allez, ça y est, on commence enfin le corps de l'émission. Je commence et je vais vous parler de Légende Pokémon Arceus. Alors bon, dans un premier temps, je vais te présenter le jeu, je vais dire ce que j'en ai pensé, mais ça sera rapidement parce que j'ai basculé dans une seconde partie de la chronique, plus avec du débat dans laquelle on va parler des graphismes du jeu, de sa structure et pourquoi tout s'articule, à mon sens, autour de la stratégie de production de Nintendo et de Game Freak. Alors le jeu en lui-même, en fait, on incarne un petit mec ou une petite meuf en fait qui se réveille sur une plage qui est tombée d'une faille spatio-temporelle qui se nomme dans le jeu une faille spatio-temporelle. C'est marrant, c'est très drôle. Oui. C'est diégétique. Ça ment pas, hein. Appelons un chat un chat. Ne cherchons aucune logique, hein, c'est pas ça l'important. On comprend que le jeu se déroule dans le passé, même si en interne, on m'a spoilé. Ah, mais c'est que tu n'avais pas suivi la communication officielle parce que c'était dit dès le départ. Oui. Mais c'est dans le jeu pas explicite. Explicitement dit. Ils ont des Pokémon en bois, les gars, quoi. Donc, Ils ont des Pokémon en bois. On voit dans le jeu en fait que les humains ils ont pas encore domestiqué les Pokémon. On est dans un monde qui n'est pas contemporain. Il n'y a pas de route. On est dans un petit village rural. C'est la région de Itsui, qui est en fait la région de Sinnoh, dans un lointain passé, qui est la région de la 4e génération, Diamant Perle qui sont aussi dans le jeu 2 factions. La faction Diamant, la faction Perle, ça sera important, ça va conditionner des prises de position, des choix, hein, c'est très très sérieux. Ce qui tombe bien, c'est que le remake de la 4G, justement, c'était Noël dernier. Comme de parmesan, quoi. C'est bien fait, quand même. C'est bien fait. C'est bien Ils sont fait. malins. Donc ce jeu, il commence par le pire prologue, je pense. Non mais on est sur un 3 heures de tuto. On a ce trope du jeu vidéo, du tutoriel relou qui n'en finit plus. Écoute, moi j'ai joué 2 heures au jeu, je n'en suis pas sorti de ce tutoriel encore, donc... C'est compliqué. Non mais je comprends qu'il faut prendre les gens par la main. Pokémon, ça s'adresse à une audience peut-être plus jeune, mais faites mieux que ça, quoi. Faites plus rythmé, là c'est insupportable, quoi.
Ça m'a fait penser à un autre jeu japonais, Capcom, hein, c'est Monster Hunter Rise, dans sa thématique très orientale, très Japon féodal, hein, c'était le cas de ce Monster Hunter, c'est le cas aussi de ce Pokémon Arceus, et les jeux, j'y vois un pont dans la pénibilité du début du jeu. La pénibilité du travail. J'y vois vraiment un truc. Donnez-nous des points pour la retraite, là. Ouais, et comme Monster Hunter, ce Arceus, en fait, propose plutôt des zones, en fait, qu'un monde ouvert. C'est vraiment des très grandes zones qui sont séparées par des temps de chargement. Et là, ce qu'on va se demander tout de suite, c'est est-ce que malgré ça, est-ce qu'il y a un souffle de l'aventure? Est-ce que la philosophie de Pokémon a changé? Est-ce que maintenant, on va gambader à travers champs? Bon, en fait, ce Pokémon Arceus, le fait que ce soit pas un monde ouvert, est-ce que c'est dérangeant? Il y a un seul grand village, hein, je vous l'ai dit, il y a un temps de chargement, il y a 5 grandes zones. Est-ce que fondamentalement, ces temps de chargement, c'est important? Pas trop. Moi, j'avoue, psychologiquement, quand tu es dans le village et que tu sors de village pour aller dans la zone qui est collée, là, et qu'il y a un temps de chargement, c'est un peu mouif. Ça surprend au début, ça déçoit certainement, parce qu'on s'était tous fait le film du Breath of the Wild Pokémon. Ouais. Mais fondamentalement, comme tu le dis, c'est pas dramatique. Voilà. C'est le seul petit truc où j'ai un petit peu au début tiqué, mais très rapidement, on passe au-delà, c'est vraiment pas très grave. En fait, le jeu, il nous plonge dans des très grandes zones pour chasser le Pokémon, hein, c'est la seule chose qui compte, et c'est l'essentiel de son gameplay hein, qui a articulé autour de cette chasse-là. Mais bon, on va y revenir. Je suis désolé, dans la première partie de la chronique, je vais quand même balancer souvent des « on va y revenir » parce que, justement, je parlais tout à l'heure de la logique de production de Nintendo et de Game Freak, et tout va dans ce sens-là. Donc réfléchir à la structure de Arceus, moi ça me fait penser à la philosophie de ce qui est réellement un monde ouvert. Alors tranquille, on va pas refaire tout le débat, on va juste l'appliquer à la licence Pokémon. On est ambitieux, mais... Ouais, parce que j'ai bu qu'un café, là, c'est 11h du matin, je sais pas si je suis prêt. Là. Donc juste, j'ai envie de dire simplement, c'est quoi explorer? Qu'est-ce que l'exploration? En gros, que la vie? Est-ce que la taille du terrain de jeu, tu vois, c'est important? Ou est-ce que c'est l'ordre dans lequel tu fais l'aventure qui est important? En fait, dans les jeux Pokémon, et ça depuis la première génération, là, coucou, il fait la moue, il fait comme ça. Ah, mais je me suis mis en mode attentif, tu vois, prêt à recevoir le savoir. Non, mais dans les jeux Pokémon, tu vois, depuis la G1, tu vois, le rouge, le vert, le bleu, on est un petit peu dans une structure à la Zelda, tu vois, t'es bloqué par un rocher, il y a une étendue d'eau, t'as besoin d'une capacité pour avancer, mais globalement, hein, tu suis un petit peu l'histoire principale, même si tu as quand même une certaine forme de liberté. Mais dans Arceus, bah, c'est toujours un petit peu vrai. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on était assez libre dans les anciens Pokémon déjà. On pouvait faire certains badges dans l'ordre qu'on voulait. Donc, au global, il y avait 8 badges à faire. C'était fréquent de faire des badges un petit peu dans l'ordre que tu souhaitais. L'un des principes de base de la saga aussi, il faut pas l'oublier, c'était créer son équipe. T'es très libre. Tu es libre de faire l'équipe que tu veux. C'est aussi une forme de liberté qui est très importante. Il y a toujours des lieux secrets, des choses à découvrir dans les Pokémon. On était parfois confrontés à des mystères et assez tôt dans le jeu. Néanmoins, tu vois, j'ai pas l'impression que la liberté, c'est une caractéristique de la licence Pokémon. Alors que c'est quelque chose qu'on va volontiers, je trouve, attitrer à Arceus. Ce qui est bizarre, hein, tu vois, je me demande pourquoi. En fait, ma réponse, elle est toute bête, hein, c'est que c'est la représentation en 3D. Tu vois, la sensation de liberté due à la représentation en 3D, elle est plus importante. Tu vois, on est plongé dans le monde, on est immergé. Une sorte d'illusion d'optique, un peu, quoi. Ben, un petit peu, ouais. Alors, tu vois, c'est pas la première fois qu'on voit un Pokémon en 3D, hein. C'était le cas depuis X et Y. Mais en fait, ce qui a changé les choses, c'est surtout l'arrivée dans les terres sauvages de Épée Bouclier. Donc, c'était ce grand hub, en fait, qui reliait les villes, où, en fait, t'étais vraiment en 3D et tu avais une caméra libre. Non mais Pokémon, c'est toute l'histoire de Pokémon, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une révolution pour les fans de Pokémon, les autres joueurs font « Mais t'es sérieux ?» C'est là le dual stick. Comme il y a 15 ans dans mon jeu. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc toujours hein, dans ces terres sauvages-là, on avait pour la première fois, tu vois, une très grande plaine, une grande étendue qu'on pouvait traverser à loisir. Donc je refais un petit peu le bilan. Une grande plaine, la 3D, une caméra libre. En fait, c'est le combo gagnant hein, de la sensation de liberté. Alors que structurellement, le jeu, il n'est pas foncièrement différent de ses aînés. Et en fait, là, je viens de te parler d'un passage précis, hein, de pas tout le jeu de Épée Bouclier, mais en fait, je viens de te décrire Arceus. En gros, c'est ça. Concernant la structure du jeu, tu vois, c'est vraiment la même chose. C'est globalement le même truc. Et justement, sur cette structure du jeu, tu vois, un monde ouvert, c'est pas forcément synonyme de liberté totale. Quand je te parle de monde ouvert, au global, c'est un petit peu un raccourci qu'on peut faire facile, mais c'est pas exactement le cas. Dans un jeu à monde ouvert, il faut que tu trouves des choses à faire un peu partout dans le monde et à tout moment du jeu.
quand c'est très bien fait, un peu comme Breath of the Wild et le merveilleux sable, que maintenant on va remettre en avant. Mais c'est vrai que c'est une tendance, enfin le monde ouvert cloisonné et qui s'ouvre petit à petit, ça reste vrai pour des mondes ouverts avérés et très très connus et félicités comme tels, quoi. Enfin, comme les GTA ou quoi, où on va te dire ah mais non, mais le pont là il est fermé, donc on t'ouvre petit à petit, quoi. Exactement. Et tu vois, par exemple, si tu as des monstres dans un jeu, un monde ouvert, n'importe, qui t'empêche d'avancer dans une partie de la carte, si tu tombes sur un accès fermé, tu viens de le dire, un pont, si t'as pas les compétences nécessaires pour visiter une partie d'une région, bah finalement, tu reviens à un jeu, entre guillemets, assez scripté. Alors, c'est pas tout noir et tout blanc, t'as pas 100% d'un jeu qui est scripté, 100% d'un jeu qui est 100% ouvert. Disons qu'il y a grossièrement, on va dire, 2 écoles. Moi, je te parle de l'école un peu Assassin's Creed et GTA, avec une grande liberté, mais une liberté qui est maîtrisée, qui est cloisonnée, et t'as les Breath of the Wild où c'est 100% libre, t'as le plateau du prélude et après bah, tu fais ce que tu veux dans l'ordre que tu veux. C'est le cas aussi de Sable, hein, jouer à Sable c'est trop bien. Il y a des cas à part, hein. Tu vois, il y a des exceptions partout, il y a du Skyrim, là j'ai grossi tu as vraiment les traits pour qu'on puisse parler du débat sur Pokémon. Donc, et Arceus, sa place, en fait, elle est clairement dans la famille des jeux faussement libres, faussement ouverts. Tu vois, tu dois suivre un canevas narratif très, 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 très précis. Mais le jeu, il va nous donner en fait la possibilité de s'en extraire de ça. Et pour s'en extraire de ce schéma en fait un petit peu narratif précis, bah, c'est le Pokédex et les quêtes annexes. Je sais pas si dans tes premières heures, je me souviens plus si tu as déjà accès à ça. Oui, enfin les quêtes annexes, ça commençait juste, Ouais. mais avec le Pokédex, effectivement, on te le donne assez rapidement. Ouais. T'as remarqué le Pokédex en papier parce que ce n'est pas, tu vois. Ah, c'est à l'ancienne. À l'ancienne. Alors, tu vois, le jeu, il nous encourage très rapidement, tu vois, à compléter et à faire des quêtes annexes. Des quêtes annexes, il y en a un peu moins de 100, hein, donc c'est assez vénère. Bon, toutes sont pas super intéressantes. 50% d'entre elles nous obligent en fait à compléter le Pokédex. Tu vas voir un PNJ, il va te dire moi j'aimerais trop savoir tout sur ce Pokémon. Et viens me voir quand tu auras la page du Pokédex complétée à 100%. Et donc pour compléter la page du Pokédex sur un Pokémon en particulier, il suffit pas de voir et capturer le Pokémon, il faut remplir des objectifs. Et ça, mais c'est ultra relou. En fait, je trouve que l'idée est brillante. Je trouve que c'est hyper intelligent. Il est très intelligent de te dire, ben, c'est au-delà de la capture, au-delà de le voir. Mais en fait, en gros, pour résumer, sur chaque Pokémon, il va falloir, par exemple, le capturer plusieurs fois, lui donner tel B, le faire tant d'attaques avec tel Pokémon. Ouais, ça reste un peu limité parce que c'est vrai que ça donne un côté un peu presque zoologiste en mode. Exactement. Il suffit pas juste de capturer la bestiole, il faut comprendre un peu comment elle vit, dans quel habitat. Mais ils en font des objectifs pas très jeux vidéo, très ludiques. Ouais, chope ce Pokémon. Ah, mais non, chope ce Pokémon en version un peu plus gros. Ouais. Chope ce Pokémon avec telle attaque. Voilà, fais 5 attaques. Ça reste un peu limité, mais l'idée est prometteuse et la piste est bonne, je trouve. Ouais, la piste est bonne. Il y a un autre truc qui serait sympa aussi, c'est entre chaque grand chapitre de l'histoire. En fait, si tu fais un tout droit dans le scénario, en fait, ton Pokédex, il est pas suffisamment avancé. Et en fait, le jeu, il va te mettre un gros stop. Il va te dire non, là maintenant, si tu veux passer à la zone suivante, il va falloir que tu continues d'explorer, il faut que ton Pokédex soit à un niveau supérieur. Et là, en fait, t'as des rangs, en fait, t'as des étoiles. Et pour passer au niveau suivant, il faut que t'aies une étoile de plus. Il te pousse à exploiter cette liberté. C'est ça. Le jeu, il va t'encourager, en fait. Le Pokédex, les quêtes annexes et ce système d'étoiles, en fait, ces 3 méthodes, je trouve assez intéressantes pour nous pousser à explorer. Mais je trouve pas ça très organique, en fait. C'est pas si bien intégré, c'est un peu au chausse-pied. En fait, c'est très mécanique, très rébarbatif. Alors, je suis un petit peu sévère, hein, j'avoue, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et comme tu viens de le dire, on est sur une bonne piste. Un truc sympa aussi dans Arceus, c'est que t'es pas un dresseur de Pokémon. En fait, tu fais partie du corps de recherche de la brigade Galaxy. En fait, c'est comme la troupe d'exploration de AOT, de l'attaque des Titans, mais en moins vénère. Tu peux te faire taper par un Pokémon, mais on va pas te bouffer. C'est exactement la même chose. Et tuer toute ta famille, quoi. En fait, t'es un explorateur. Et ça légitime toutes les demandes des PNJ que les PNJ nous font. Et en fait, donner du sens à ce qu'on fait dans le jeu, moi je trouve ça toujours super important. Et même si Pokémon, l'emphase n'est pas sur la logique, le scénario, tout ce que tu veux, c'est toujours cool, moi je trouve, de donner un petit peu de corps à ce que tu fais. Ah, carrément, ça favorise l'immersion. Et, t'es plus enclin à suivre les indications qu'on te donne, quoi. Mais bon, tout ce que je viens de vous dire, est-ce que tout ça finalement c'est nouveau? Est-ce que Arceus est finalement si différent des autres Pokémon? Ben en fait, pas trop, dans sa structure. Pas vraiment. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Pokémon, c'est 8 badges, des arènes, une structure très très carrée. Dans Arceus, c'est un petit peu le cas, c'est 5 zones avec un boss à chaque fois, une sous-intrigue au milieu de la zone qui va te forcer à aller chercher, etc. C'est très 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 mécanique. Alors la similarité, elle n'est pas parfaite, mais le côté très mécanique et répétitif est super important. Et ça, d'un point de vue macro, en fait, tu peux vraiment les comparer. Mais bon, encore une fois, on va y revenir, c'est très important ça pour la fin, ce côté mécanique. Je me tais dans ce cas.
Alors, dans un autre point, est-ce que le jeu il s'éloigne du RPG classique? Parce que c'est un proto-RPG aussi, Pokémon à l'époque. C'était un tout à truc. fait. Est-ce que son système de combat, il est si différent? Pas vraiment en fait. On peut capturer les Pokémon sans passer par une phase de combat, mais bon, ça devient pas pour autant un action RPG. Ce qui est super logique vis-à-vis de Pokémon, parce que Pokémon, la licence, elle est tout le temps à la ramasse, dans le sens elle est très très en retard. Si tu regardes la logique du JRPG, du genre JRPG, c'est logique que le Pokémon devienne un action RPG. C'est vrai, c'est le sens de l'évolution des genres. Ouais. Mais avec 10 ans de retard, comme tu dis. Mais c'est pas le cas. On n'est pas dans un JRPG, dans un action RPG. Il y a une petite illusion, encore une fois. C'est souvent, pas mal. C'est souvent ce qu'on va dire, je pense. Mais si tu te penches en fait très spécifiquement sur le système de combat, en fait, ça reste du tour par tour. Donc il a un brin revu, mais vraiment un brin. Tu peux choisir d'attaquer plus fort ou d'attaquer plus rapidement pour chaque attaque. Néanmoins, si tu prends du recul, c'est vraiment à la marge, comme à chaque fois. C'est des petites évolutions. Sur ce point-là, c'est même un retour en arrière parce que tu peux pas faire des combats en 2 contre 2. C'était le cas de Ruby Saphir, c'était la 3G. Là, des fois, tu te fais gangbang, c'est-à-dire que t'as 3 Pokémon contre toi tout seul et t'as décidé d'être loyal. Ou pas. T'es pas là pour tricher. Donc, voilà, ils éprouvent le système, je pense, le nouveau moteur, tout ça. Mais bon, là, tu peux pas faire du 2 contre 2 alors que c'était le cas à l'époque. Un truc, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, c'est qu'on compare beaucoup le jeu Arceus à Breath of the Wild, tu vois. Mais le truc, c'est que la rupture qui est proposée avec Breath of the Wild, c'est pas du tout celle qui est proposée avec Arceus. Parce que le nouveau Pokémon, en fait, n'est pas vraiment une rupture. C'est une évolution douce, très très douce, d'un système, d'un cadre qui reste le même. Et c'est comme ça que la saga, en fait, grandit depuis ses débuts. Elle grandit petit à petit, par petites touches, mais vraiment, je parle très doucement parce que c'est vraiment un truc de ouf. Et tu vois, la confusion entre les deux jeux, Breath of the Wild et Arceus, elle est volontaire, je pense, et ne serait-ce que par le visuel de la jaquette. Oui. Qui est, tu vois, la falaise, l'appel à l'aventure. Ouais, mais sans vouloir te rabaisser le moral, je pense que le marketing a gagné parce qu'ils ont joué là-dessus, ils l'ont vendu comme tel, et on aura beau expliquer par A plus B que c'est pas Breath of the Wild, dans l'esprit, dans l'inconscient des gens, je pense que ça sera le Pokémon Breath of the Wild, en fait, quoi. J'arrête. Je coupe le veuille ou non. Tu veux que je coupe Désolé. Non, mais je pense que t'as raison. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, Arceus, il est très similaire à un Pokémon classique. Il est, à mon sens, pas du tout le persona de la série SMT. Donc, vous l'avez celui-là, Shin Megami Tensei a proposé un spin-off qui est devenu Persona aujourd'hui plus fort. Mais le truc, c'est que en termes de proposition, en termes de système de jeu, en termes de ton, les deux sagas se sont vraiment distingués et cohabitent. Et c'est, à mon sens, pas du tout le cas avec Arceus. Arceus, c'est pas une révolution, c'est une évolution, et je parierais sur le fait qu'il devienne une sorte d'étalon, Arceus, pour les prochains épisodes, plutôt qu'une série spin-off parallèle, à mon sens. Même si ça serait très malin de proposer les deux, ça ferait 2 fois plus d'argent, et l'illusion resterait telle qu'elle, à mon sens. Ouais, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi aussi, je le vois plus comme l'évolution naturelle de la série que comme une branche spin-off qui serait un peu différente. Ouais. D'ailleurs, Arceus, juste petite précision, à ce jour, c'est réellement un spin-off. C'est pas un épisode canon, car il n'est pas proposé en 2 versions, ce qui est toujours le cas des épisodes canon. Il est même pas sorti à Noël. C'est à mon sens une sorte de test grandeur nature pour le système de jeu, qui va devenir du coup un nouvel étalon, mais aussi pour une fenêtre de sortie, sortir en janvier un Pokémon, ça marche. Ouais, c'est cool parce que ça montre à la Pokémon Company, Game Freak et compagnie que tu peux... t'es pas obligé de cravacher pour être toujours à Noël, de faire 2 versions, que on sait qu'il y en a, ils se sentent obligés de les acheter par pur esprit de complétion, mais ça montre que tu peux lâcher un peu du lest aussi sur ta licence, et ça, vu les chiffres, c'est que ça cartonne quand même. Donc, c'est intéressant, ouais. Est-ce que mais Arceus à Noël, ça donne quoi? C'est ça, est-ce que c'est un dégât sans nom? Bon, on revient juste rapidement sur cette évolution au sein de la saga. Cette évolution, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par du confort. On retrouve même les 3 fondamentaux du jeu contemporain, on vous les rabâche dans le Raid Alert. C'est monde ouvert, flow et qualité de vie. Monde ouvert, je fais des guillemets avec mes doigts parce qu'on l'a expliqué. Je confirme. Sur Arceus, c'est juste ça, c'est 3. Monde ouvert, flow, qualité de vie. Des options de confort, il y en a beaucoup, et on va pas s'en plaindre, vu que les Pokémon, c'est quand même des jeux qui sont très très conservateurs. Le premier bienfait, franchement, c'est une bénédiction qui apporte un max de flow, c'est l'absence de temps de chargement entre l'exploration et les combats. Ça, c'est vraiment un truc de malade. Bon, tu peux capturer les Pokémon sans les combattre, donc tu vas te mettre un secret, tu vas lui jeter une Pokéball. Là, tu prends, c'est cool, ça se fait tout ça en temps réel, mais si t'as le combat qui se déclenche, là,
t'as quand même pas de temps de chargement, t'as ton Pokémon qui arrive, c'est vraiment trop bien. C'est l'illusion dont je parlais, parce qu'on même pendant le combat, on peut encore déplacer le héros. T'as l'espèce de bande noire en haut en bas qui s'affiche pour d'un côté très spectaculaire, presque cinématographique. L'illusion est là. Après, encore une fois, c'est vrai qu'on se fait un peu avoir et que dans les faits, ça reste un peu identique à l'ancien temps, mais c'est déjà bien. Ça donne un petit feeling sympa, quoi. C'est ça. Et en plus, ça existait un petit peu déjà avec Pokémon Let's Go Pikachu. Tu pouvais déjà, en fait, capturer des Pokémon sans les combattre. Néanmoins, il y avait un temps de chargement. Tu étais dans ta région, tu voyais un Pokémon, tu lui rentrais dedans, temps de chargement. Et là, en fait, t'étais pas obligé de le taper. Tu lui jetais ta Pokéball, si ça marchait, boum, tu repartais dans ton exploration. Voilà, tout ça pour prouver encore que Pokémon, c'est petit à petit et c'est itératif, quoi. C'est que ils montrent, ils essayent quelque chose, ça fonctionne, ils avancent. Ça montre en tout cas qu'ils se questionnent, qu'ils ont envie de faire évoluer la formule, donc ils testent des trucs, et rien que ça, déjà, c'est positif malgré tout. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que tout en temps réel, tu peux continuer en fait à bouger ton personnage, tu peux même être blessé, je sais pas si t'as fait gaffe, si tu t'approches vraiment avec un Pokémon attaque, tu peux être blessé. Ouais, tu peux même esquiver justement pour participer un peu toi-même au combat finalement, quoi. Mais bon, c'est artificiel, hein, tout ça, parce que tourner autour des Pokémon, ça ne sert à rien, et si t'es touché, ça a pas de conséquences, parce que ta vie remonte tout naturellement. Mais bon, c'est sympa, c'est chouette, c'est de l'immersion, on va pas s'en plaindre, hein. Bon, pendant les combats, on retrouve aussi des vraies options de confort, de la qualité de vie. Et là encore, vous allez faire, mais c'est quoi ces révolutions? Tu sais, je tombe là, alors que c'est nul. On peut changer de Pokémon à la volée, on peut lancer une Pokéball, on peut utiliser un objet sans passer par le menu, tout ça en temps réel. 2021, 2022. Mais c'est vraiment très, très, très... Franchement, pour les Pokéfans, c'est chouette. Il y a un truc qui est sympa, je sais pas si t'as fait gaffe pendant les combats à droite, en fait, tu peux voir les tours à venir façon FF10. Ah, j'ai pas fait gaffe. Non. Mais franchement, je trouve que c'est pas top parce que en fait, le système du jeu, la petite innovation d'accélérer ton attaque ou de la ralentir, ben, c'est l'inverse de prévoir les tours, et en fait ils considèrent pas ça au visuel, tu considères pas ça. J'ai l'impression aussi que les stats d'agilité, qui est prioritaire, qui ne l'est pas, j'ai pas tout compris. Si vous avez capté, dites-le moi, mais j'ai pas trouvé ça super top. Une petite option aussi de qualité qui est héritée des anciens épisodes, c'est que tu as l'avantage de pas oublier une capacité avant d'en apprendre une nouvelle. Alors je vais pas faire le listing de tout ça, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout est là pour nous rendre la vie plus facile. Ça, c'est vraiment important. Toujours dans ce désir de flow, bah, tu peux monter sur les Pokémon maintenant pour aller plus vite, traverser les étendues d'eau, escalader les montagnes, tout ça sans s'arrêter, temps réel pareil. Bon, c'est très cool, mais on l'a dit, Arceus propose peu de nouveautés, et ça existait déjà. Dans Soleil et Lune, tu pouvais déjà monter. Ah, t'es un peu rabat-joie quand même. Non, mais le flow, voilà, t'as raison, soyons cool, le flow est là, on trace, donc il faut relever ce qui est sympa. Et avant de passer aux deux gros débats, j'ai un truc un petit peu, c'est que il y a un truc qui m'a fait changer d'avis sur le endgame. Qui m'a fait changer d'avis sur le jeu, c'est le endgame. J'étais un petit peu chafouin. Ouais, j'étais espiègle, c'est ça que tu veux dire. Tu vois, j'avais un avis un peu mitigé sur le jeu, et là, le endgame, il m'a vraiment changé un petit peu le truc. C'est très cohérent vis-à-vis de la saga Pokémon, c'est habituel. C'est vraiment le endgame, le moment de jouer avec toutes les baies, en fait. Là, le jeu, il met vraiment l'emphase sur ton sac, avec plein de petits objets pour attirer les Pokémon, les faire fuir, leur donner à manger, les étourdir. Et tout ça, pendant le jeu, franchement, tu t'en sers jamais. Et en fait, vraiment, sur le endgame, t'as des Pokémon qui sont plus compliqués. Et ça, c'est chouette, ça met en valeur ce système. Et ça, c'est vraiment très stylé. T'as la vraie fin à débloquer, attention, parce que... Faut remplir le Pokédex, on te le dit dès le début, en plus. Oui. Petit tips. Donc, si vous avez eu Arceus, c'est un Pokémon. Désolé, le spoil, mais bon. Juste le endgame, en fait, c'est quoi? C'est qu'on te demande d'aller chercher des Pokémon qui étaient inaccessibles pendant l'aventure principale et qui sont un peu plus prestigieux, un peu... T'as les légendaires, en fait. T'as les légendaires, faut finir ton Pokédex complet. Alors moi, j'ai fait quelques légendaires, je me suis renseigné sur certaines quêtes annexes, des trucs très sympas, des lieux cachés, des mystères, voilà, tout ce qui fait le sel des Pokémon. Le endgame, c'est souvent... On dit, voilà, un jeu Pokémon commence quand t'as fini le jeu. Ben, c'est aussi le cas de Arceus. Donc ça, c'est très... moi, ça m'a fait plaisir. On y est. C'est les deux gros débats. Voilà, je vous ai présenté structurellement le jeu, qu'est-ce que j'en ai plus ou moins pensé. Et j'ai envie de te poser de questions, Nico. Est-ce que le jeu, il est moche? Je répondrai de manière nuancée. Il est moche de ouf. Ah putain, regarde, j'écris. Oui, de ouf. Non, mais franchement, enfin, on peut pas dire autrement. C'est-à-dire que les textures sont dégueulasses, il y a du popping, il y a de l'aliasing. T'as regardé les arbres?
Les arbres sont horribles. C'est une texture à plat. En fait, mais tout ce qui est un peu finition, tu vois, genre un perso, il a une casquette avec un symbole dessus, mais ça apparaîtra flou. On se croirait sur Nintendo 64. Là où je nuance, c'est que le rendu global, je trouve, n'est pas non plus dégueulasse. Il y a ce côté cartoon, dessin animé. Les persos, je crois, ont une bonne gueule. C'est-à-dire que quand je jouais, c'était pas un frein ce côté moche. Ça me dérangeait pas, quoi. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis très rapidement passé au-delà. Je trouve au global, en revanche, je suis peut-être un peu plus méchant. Moi, je trouve que la direction artistique sauve pas la technique. Souvent, un jeu techniquement éclaté, mais avec une direction artistique marquée et chouette, moi, ça me va. Là, je suis d'accord avec toi. Par exemple, le chara design est très sympa. Ouais, il y a vraiment il y a vraiment des personnages qui sont vraiment charismatiques et tout. Par exemple, les boss des deux clans, Perles et Diamants, ils sont vraiment cool. Mais bon, par exemple, je vous ai parlé de 5 zones. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais vous imaginez, il y a du feu, de la glace. Okay. Mais je trouve que il y a un côté un petit peu terne. Et les 5 environnements, je trouve qu'ils se ressemblent de ouf, quoi. Alors oui, des fois il pleut de la cendre, des fois c'est de la glace. Il y a un volcan, je vous le dis, je suis désolé, on va avoir un volcan. Mais je trouve qu'il y a une espèce de... Il y a une harmonisation un peu terne, un peu, ça manque de peps. C'est vrai que, par exemple, l'épée bouclier ou même Let's Go Pikachu et tout, ils étaient plus... Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, notre question, je pense, de ouf, c'est est-ce que c'est honteux ? Est-ce que c'est honteux, vu le fric que Game Freak se fait, Nintendo, tout ça, est-ce qu'ils pourraient faire mieux ? C'est un débat qui a animé Internet récemment. D'ailleurs, il y a Oscar Le Maire qui a sorti un article sur Ludostri où il essaie de contextualiser un petit peu tout ça. Alors, à mon sens, ça répond qu'à une partie des questions, parce que c'est vrai que ceux qui disent Game Freak, c'est la flemme, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils vont vendre. Pour moi, ça, c'est du troll. Donc, ces gens-là, finalement, on n'a pas tellement à développer pour leur répondre. C'est vrai que Game Freak, c'est un petit studio qui a vu son... Non, est-ce que tu veux qu'on s'arrête 2 secondes, par exemple, sur Game Freak et qui donne les ordres ? C'est qui The Pokémon Company ? Qui c'est TPC ? Si vous êtes un vrai Pokéfan, TPC, c'est The Pokémon Company. Qui donne les ordres ? C'est quoi ce truc ? En fait, The Pokémon Company, c'est co-détenu par 3 sociétés. Creatures, Nintendo et Game Freak, en 3 tiers. Plus ou moins assez équivalentes, on sait pas trop, mais... Ce qui est intéressant, c'est se demander qui donne les ordres. C'est quoi le boss ? Est-ce que tout ça, c'est de concert ? Juste peut-être une précision. Game Freak, vous savez ce que c'est ? Tajiri, c'est lui qui l'a créé, tout ça. Nintendo, ils font des consoles, vous êtes au courant ? On a un livre sur le sujet, si jamais. Creatures, juste 2 secondes, c'est une filiale de Nintendo, donc c'était un studio, même à l'origine des Mother, de certains Pokémon spin-off, les Rangers par exemple, qui se nommaient avant Ape Incorporated, avant 1995, et en fait même Creatures, ça a été créé par HAL Laboratory. C'est simple à comprendre. Non mais c'est typique les Japs, là, c'est passion filiale. Filiale, hop, on fusionne et hop, on fait une société tripartite. Voilà, je sais pas si c'est plus clair maintenant que je vous ai expliqué, mais en gros c'est des bros en fait. Tout ça, ils ont un intérêt commun. The Pokémon Company a été créé dans un second temps pour gérer les droits tout simplement de tout ce qui était produits dérivés, tout ça, parce que c'était trop compliqué. Le but de Pokémon Company, c'est on a la Pokémon, faisons de la thune avec. Comment on peut faire de la thune avec ? En fait, on sollicitait trop Tajiri et Game Freak alors que eux ils faisaient des jeux. Ils ont vu que ça les a dépassés dès la première année, l'animé, le manga, tout ça, et ça s'est mis en branle et a fait plus de retentissement presque que le jeu. Donc ils ont très rapidement décidé de créer ça. Mais bon, voilà, ils sont 3 pour The Pokémon Company. Donc c'est ça de se demander pourquoi tu dis mais Game Freak, pourquoi vous êtes si peu, Nintendo, pourquoi vous mettez pas assez d'argent ? Tout ça en fait c'est des décisions qui sont prises de concert par The Pokémon Company et donc ces 3 entités. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué je trouve de savoir qui fait quoi. Après Game Freak reste un studio de développement qui est maître de sa destinée, de ce qu'il peut faire dans les jeux, de s'il veut augmenter sa masse salariale ou pas. Je comprends que ce soit pas un studio spécialiste de la technique, on sait qu'ils ont beaucoup bossé sur portable, mais dès les épisodes portables, il y avait des soucis techniques, avec par exemple les jeux Level 5 qui étaient beaucoup plus jolis que les jeux Pokémon, et t'avais des jeux Pokémon qui ramaient quand t'avais des combats justement à 2 contre 2, donc c'est pas nouveau, les problèmes, même en 2D, c'était un peu problématique, les jeux Game Freak. Certes, leur masse salariale a explosé en quelques années, et faut quand même l'intégrer, faut arriver à gérer ce genre de personnel. C'est pas facile, mais ils gagnent beaucoup d'argent avec les ventes de jeux. Ils auraient quand même de quoi, je pense, payer des programmeurs en plus ou des gens qualifiés pour former d'autres personnes. Donc, je comprends que c'est pas évident, que c'est pas des pros et que c'est pas facile, mais je pense qu'il y a quand même une marge de progression qui est indéniable. Ouais, mais là, si tu veux, on va faire aussi un petit point Game Freak aussi sur ce studio, mais je vous le dis d'avance, j'ai pas de conclusion et je sais pas en fait pourquoi les choses se passent ainsi.
j'ai juste une petite théorie. En fait, si tu regardes un petit peu Game Freak, leur planning de sortie, tout ça, je pense que c'est plutôt sur le nombre de développements qu'il faut regarder. Game Freak, c'est un petit studio qui produit parfois plusieurs jeux par an. Je sais pas si toi t'en connais, des jeux qui font plusieurs jeux par an sur un temps très court. Il y en a finalement pas beaucoup. Ils commencent tout juste à bosser avec un studio qui s'appelle ILCA. C'est un studio qui a développé par exemple les remakes de la 4G et ceux qui ont fait Pokémon Home, hein, l'espèce de banque en ligne. Tu sais, Home. Mais entre 2018 et 2022, donc là, début, en à peine 4 ans, ils ont développé 5 jeux. Et pas que des Pokémon. Hein. Tu sais, Hero Town, par exemple, donc Toby Fox a fait la bande son, c'est Game Freak. Ils se gardent toujours un jeu inédit à faire en parallèle des Pokémon. Mais je trouve, tu vois, que c'est plutôt là qu'il faut chercher pourquoi les jeux sont pas si poussés. Ils ont... Alors, c'est leur faute aussi, c'est eux qui décident. Ouais. Mais en termes de cause-conséquence, avant de me pencher sur ça, j'avais jamais calculé qu'en 4 ans, ils avaient fait 5 jeux tout seuls. C'est comme on aime à le dire souvent, c'est que quand tu décides le scope de ton jeu, exactement, si tu l'imagines ambitieux, il faut te donner les moyens. Parce qu'ils savaient en avance, en disant on veut faire un jeu comme ça, ils savent s'ils auront l'effectif pour le faire bien comme il faut, et ils savent que s'ils ont un dev en plus à faire avec une autre équipe, ça va se mettre en travers de ça. Donc, Est-ce que t'as pas raison, là, tu parles de scope? Justement, les scopes des jeux Game Freak et les scopes des jeux Pokémon sont pas si grands que ça. Et est-ce qu'il y a pas un truc à chercher là-dessus? Après, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Tu l'as dit, le studio, en fait, il a du mal il a grossi, on va en parler dans 2 secondes, mais il a du mal à déléguer, il a du mal à grossir. Il faut aussi former les gens, c'est vrai que c'est pas... Bon, à la Jap, hein, c'est particulier aussi. J'ai l'impression qu'ils sont quand même sous une certaine forme de contrôle, et ça sera la dernière partie. Hein. Il y a peut-être un truc à conserver, un truc un petit peu secret, juste pour rigoler. Game Freak, d'après mes recherches web, je suis sur un petit peu moins de 170 employés. Tu l'as parlé tout à l'heure, Oscar Le Maire a fait un dossier sur Ludostri, parle aussi de 170 employés. Sauf que, j'ai compté combien ils sont dans le générique. Et dans Arceus, hors doublon, hein, parce que des fois il y a une même personne qui a deux postes, hors sous-traitant, ils sont plus ou moins 250. Donc est-ce que ces chiffres 170 sont vraiment réels? 250 je sais pas, mais après tu vois, ils évoluent, et tout ça c'est hors sous-traitant. Et des sous-traitants, des prestataires, hein, faut pas être naïf, ils en ont beaucoup. En 3D, il y a 15 sociétés de prestataires. Le développement son, il y a 3 sociétés. La modélisation, il y a 5 sociétés. Tu vois, c'est pas Game Freak. On est entre 170 et 250. Oui, c'est pas le petit artisan dans son garage. Ouais, vous avez compris. Hein. La traduction aussi. Alors tout ça, c'est intéressant. Tout ça est fait en interne par Nintendo. Ils ont un pôle en Allemagne. C'est le seul constructeur, hein, à notre connaissance, qui a son pôle traduction en interne pour tous ces jeux. Ils ont un pôle de qualité assurance aussi chez Nintendo. Donc tout ça, ça fait partie du générique, je les ai pas comptés. Et juste en comparaison, donc Game Freak, entre 170 et 250, Kojima Prod, c'est combien? Ils sont 80. Death Stranding, ça a de la gueule quand même. Ce que je veux dire, c'est que si tu sais... Alors oui, Kojima a été soutenu par Sony. Oui, il a récupéré un moteur. Oui. Enfin, il a récupéré des technos. Oui, alors il faut savoir quoi en faire aussi, quoi. Exactement. Guerrilla Games, ils font des jeux pas mal quand même. Ils sont jolis. Ils sont 360. Alors ça, c'est le studio, c'est le nombre d'employés fixe en interne à plein temps. Et évidemment que Guerrilla, quand ils font Horizon 2, ils sont 800 en prestat, en sous-traitance et tout. Mais voilà, ça, ce que je veux dire, c'est que Game Freak pourrait le faire. C'est aussi intéressant. Un petit point sur ce côté technique, hein, ou du moins un truc qui demande de la ressource et qui m'a un peu déçu, moi, c'est la logique du monde ouvert, en fait, sa consistance, sa cohérence. Alors, je vais pas trop en demander au jeu, mais j'ai trouvé ça un peu décevant, en fait, de voir qu'il y a peu de logique dans la place des Pokémon, tu vois. Alors, les Pokémon d'eau sont à côté de l'eau, mais en fait, les spots sont fixes. Tu retrouveras toujours les mêmes Pokémon au même endroit tout le temps. Ouais, il y a un manque de vie un peu criant. Exactement. T'as pas l'impression qu'ils sont vivants, les Pokémon, c'est juste des PNJ qui font des tours de garde dans une zone dédiée. Exactement. En fait, on n'y croit pas. On y croit moins que dans Pokémon Snap 2. Et Pokémon Snap 2, hein, j'y ai passé que quelques heures, mais l'illusion de vie, en fait, elle était plus forte. Il était beaucoup plus beau, hein, Pokémon Snap. Non, mais laisse tomber. Vraiment, le Pokémon était vraiment... Après, bon, c'est un jeu sur rail, hein, donc évidemment, ça se comprend. Mais... Tu vois, Pokémon Snap, il y avait plus de vie, alors que c'est un parc. C'est dans le nom, hein, c'était artificiel, alors que Arceus est censé traduire la nature et en fait traduire des Pokémon en liberté. Ouais.
Encore une fois, je pense que c'est une piste qui se développera avec le temps. Ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Alors je demande pas à ce que le jeu regorge de vie dans le sens, tu vois, il y a plein de détails, mais en fait, je trouve qu'il est pas vivant, il est pas systémique. Les Pokémon, ils interagissent pas entre eux, ils interagissent pas avec le monde en fait, et ils sont censés se manger entre eux les Pokémon. Hein. Et ça, tu vois, il y a pas. Alors, oui, c'est des animaux sauvages quoi. C'est pas des animaux. Les animaux n'existent pas dans le Pokémon. Donc voilà, en gros, hein, sur la technique, tout ça, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche? Dernier gros débat, dernière grande question, c'est est-ce que Pokémon doit changer? Est-ce que on doit demander une évolution? Alors premier truc, c'est que j'ai envie de te poser comme question, c'est Pokémon. Pokémon, c'est pour qui? Alors je pense sans me tromper de dire que majoritairement, c'est une licence qui est destinée aux enfants. Alors, on peut être fan de Pokémon, on peut être adulte, avoir 40 ou 50 ans, avoir fait toutes les générations, il n'y a pas de mal, tu peux chasser les shiny, tu peux poncer la méta Pokémon, il n'y a pas de souci, je parle de proportion. Je pense que en proportion, le public de Pokémon, c'est essentiellement des enfants, et ça, c'est vrai depuis la première génération de Game Boy. Pokémon, en fait, a attiré les gamins, et ça, c'est pas moi qui le raconte, c'est Greg Hello. Alors, Greg Hello, c'est pas n'importe qui, un ancien journaliste Joypad, et c'était à Joypad, c'est même lui qui a contribué à amener le phénomène Pokémon. Alors pas le phénomène Pokémon, mais c'est lui qui a testé le jeu et qui a dit les gars, c'est un bon JRPG déjà, et c'est peut-être plus... Intéressez-vous à ça quoi. Ouais, carrément. Alors Greg Hello est aujourd'hui directeur édito chez Kurokawa, qui édite les mangas Pokémon. Qui édite les mangas Pokémon, donc c'est pas n'importe qui. C'est vraiment lui qui raconte en fait que à la première génération, la Saturn, la PlayStation était sortie. Les gens étaient ouf sur Toshinden, des trucs comme ça, sur la 3D, tout le monde tombait les dents. Et en fait, les petits frères et les petites sœurs, ils avaient rien à faire. Mais tiens, mais prends la Game Boy là. Prends la console qui existe et qui est en fin de vie. Et en fait, ça a donné une seconde vie à la console parce que voilà, cette génération de laissés pour compte de petits enfants. La revanche des petits. Voilà. Ça, les enfants, c'est depuis le début, tu vois. Alors, nous, tous les deux, on avait 12 ans, si j'ai pas de bêtises, 96. On avait 12 ans, on sait, donc le temps qu'il arrive en France, c'était un peu plus tard. Voilà, on a fait la première génération, on a suivi par la suite. Mais bon, les Pokémon, c'est pour les gosses. Et depuis, en fait, toutes les générations d'enfants, à chaque nouveau jeu, en fait, c'est une nouvelle porte d'entrée pour les gamins, tu vois. Et comme c'est une formule qui fonctionne, c'est à se questionner sur pourquoi, en fait, le changer. Une fois que tu gagnes le cœur d'un gosse, ce qui est important de savoir, c'est que c'est que pour quelques années. Tu vas jouer à Pokémon, tu vas kiffer, tu vas collectionner les cartes, tu vas avoir des peluches et tout. Petit à petit, tu vas grandir, tu vas peut-être aller au collège et peut-être que tu vas lâcher l'affaire, tu vois. Parce que c'est la honte de jouer à Pokémon passer un certain âge. Parce que c'est là, tout ça, c'est des généralités, évidemment. Hein. Si vous êtes fan de Pokémon à 30 ans, me tombez pas dessus. Hein. Oui, bon, c'est comment ça se passe. On est passé par l'école et le collège. Le truc, c'est que quelques années après, une fois que t'es revenu au lycée et que tu t'es installé dans ton appart étudiant, bah, tu reviens à Pokémon, en fait. Tu reviens à Pokémon par nostalgie. Et c'est ça, le cycle infini de Pokémon, c'est que tu y entres enfant, et comme des enfants, il y en a tous les ans. C'est un puits sans fin de ressources. Chaque génération de Pokémon va, en fait, attirer des nouveaux, en fait. C'est même à croire que le nom Génération Pokémon, c'était volontaire, c'est un truc de malade. Et en fait, quand t'es vieux, tu y reviens. Et en fait, pour que l'effet Madeleine de Proust fonctionne, il faut quelque part que l'essence des jeux Pokémon soit présent. C'est ça le délire en fait, c'est que ils ont une formule qui a réussi à capter les enfants de toutes les générations. Et du coup, il faut la conserver pour que quand tu sois un petit peu plus vieux, tu sois aussi un petit peu réattiré par ça et que tu retrouves en fait ce goût, cette Madeleine en fait de dire ah putain c'était comme ça. Et donc nous on demande que la série principale change. Et moi je trouve que demander à ce que la série principale change, c'est un truc qui est trop gros, c'est trop immense qu'on demande. Pokémon c'est une formule magique, c'est la formule alchimique qui change l'or en plomb. Et nous en fait on leur demande s'il vous plaît changez ça. Eux, ils ont trouvé le truc le plus puissant de la Terre, et en fait, nous, on veut, c'est que ça change. En fait, il faut s'imaginer le truc, tu vois. C'est que la formule, elle fonctionne depuis bientôt 30 ans. Elle est multigénérationnelle et elle est multiculturelle. C'est-à-dire que c'est un truc de psychopathe. C'est que tu sois en Asie, en Amérique, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois partout, ils ont retrouvé un truc qui marche sur toutes les... Parce que les générations changent, tu vois, on a des goûts, des différents, mais les cultures, c'est un truc de ma boule. Ouais. Et c'est ça le. Et est-ce que je l'ai pas écrit. Je l'ai pas écrit, mais quand on discutait ensemble, je me suis permis une analogie gourmande. C'est que Pokémon Company, ils ont trouvé un plat ou un gâteau, par exemple, qui sied et qui plaît gustativement à toutes les générations. C'est-à-dire que t'es petit, t'aimes le sucré, t'es plus grand, t'aimes le salé parce que t'aimes bien le fromage. Non, le gâteau, il plaît à tout le monde. Mais ils ont trouvé un plat qui plaît, par exemple, aux pays du Moyen-Orient ou aux pays de l'Inde, ou des gens qui aiment bien l'épicé, le piquant, des gens qui aiment bien le sucré salé. Et bien ils ont trouvé un gâteau qui plaît à absolument tout le monde. Et nous,
on arrive et on leur demande, s'il vous plaît, ce gâteau, est-ce qu'il peut être un petit peu plus piquant, un petit peu plus salé, un petit s'il vous plaît, ils ont trouvé quand même un gâteau de malade. Donc voilà, juste en gros sur cette petite analogie gustative et tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico? Est-ce que tu crois, est-ce que tu penses qu'il devrait quand même changer les choses? Bah, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi, mais Pokémon, qu'il veuille ou non, et même s'il se destine principalement aux enfants, fait partie de ces jeux qui ont su transcender, tu l'as dit, les générations, et qui s'adressent à tout le monde, en fait, comme un Mario, un Zelda, comme un film, un Disney. Et je leur demande pas tant de changer ou de révolutionner ou de se trahir, mais au moins qu'ils se mettent à la hauteur des ambitions, ou au moins au niveau qu'on est en droit d'attendre, tu vois, à une époque donnée. Là, c'est vrai qu'ils sont toujours à la traîne. Ils pourraient inclure des améliorations diverses, graphiques, dans les contrôles, etc. Ça ne changerait pas la formule. Je pense qu'il y a moyen, quand même, d'avoir un Pokémon qui est ce qu'il est, mais qui serait mieux, en fait. Est-ce que tu penses vraiment, là tu parlais par exemple de Disney, de Pixar, des jeux enfin des films, pardon, des longs métrages qui sont vraiment profonds et qui vont avoir un sous-texte et un texte de base et un message de base qui va être un peu compréhensible par les plus jeunes. Est-ce que Pokémon c'est ça, ou est-ce que c'est nous qui on va impulser ça, on va demander à Pokémon qu'il ait plusieurs niveaux de lecture? Est-ce que finalement Pokémon c'est encore pour nous, tu vois? Est-ce que c'est encore pour nous Je pense pas que ce soit une question de message, mais une question de plaisir de jeu, en fait. C'est que Pokémon a un système de jeu solide et suffisamment intéressant et intelligent pour plaire à des adultes aussi. Et c'est à ça qui les distingue, à mon sens, des jeux level 5 qui arrivent à créer des phénomènes de cours de récré avec Yokai Watch, Inazuma, mais déjà qui s'essoufflent et qui ne se renouvellent pas, mais qui plaisent peut-être moins aux adultes. Je vois moins d'adultes jouer à Yokai Watch, par exemple, parce que le niveau de lecture de jeu est peut-être limité, et donc plaît aux enfants, mais n'arrive pas à convaincre des adultes. Pokémon, je trouve qu'il a quand même cette faculté à plaire à tout le monde là-dessus, quoi. Ouais, et je suis d'accord, et puis je vais rebondir sur ces deux exemples de Level 5 justement qui courent après la formule Pokémon c'est pas grimé, c'est pas singé, c'est copié, on est d'accord. Yokai Watch, Inazuma Eleven, des jeux qui ont été vendus en 2 versions avec leurs petites spécificités, mais qui étaient vraiment du Pokémon-like. À la différence de Pokémon, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais Yokai Watch et Inazuma a réussi à conquérir des cours de récré, mais sur 1 ou 2 générations d'enfants. Ouais. Là où Pokémon, les années passent, les générations passent, et en fait, à chaque fois, les nouveaux venus sont convaincus. Ouais. Et pourquoi Yokai Watch et Inazuma Eleven étaient peut-être des jeux plus d'un temps donné. C'est des effets de mode, en fait. C'était des jeux d'une génération et de deux. C'est là où, en fait, ça se distingue un peu. La dernière fois, on discutait, t'as donné un très bon exemple aussi, c'est Dragon Quest. Dragon Quest qui, comme Yokai Watch et Inazuma Eleven, sont des jeux d'un temps. Alors, entendez-moi bien, c'est que Dragon Quest a continué d'avoir des nouveaux épisodes, mais a toujours joué sur cette fibre nostalgique. La communication était sur la nostalgie. C'est un jeu de vieux, Dragon Quest. C'est un jeu de vieux. C'est là où ça change un petit peu. Mais Dragon Quest, justement, je reprends l'exemple que je te donnais à l'époque, c'est qu'il a su se mettre à niveau avec un Dragon Quest. Alors, c'était lequel, le 11, ouais, qui a une gueule de jeu moderne, qui s'est mis, je crois que c'est l'Unreal Engine, qui est joli, qui est là où Dragon Quest 7 justement, c'était le jeu de la bascule, parce que là il faisait plus l'effort, c'était un jeu vieux mais trop vieux en 2D sur PlayStation, qui commençait à devenir désuet, tu vois. Le 8 était beau. Hein. Le 8 était beau, c'est pas lié effectivement, c'est le jeu de vieux mais pas désuet en fait. Ouais, quoi. Mais ça a été maquillé. Un peu comme Pokémon. Alors, Dragon Quest se maquillait peut-être mieux que Pokémon, mais ça restait que de l'apparat, parce que les Dragon Quest sont toujours restés dans le fond des RPG à l'ancienne, et Pokémon reste dans le fond, finalement, c'est JRPG à la structure très répétitive. Je termine, on arrive à la fin de la chronique, était un petit peu longue, je suis désolé, mais Pokémon, c'est quelque chose quand même. Si nous, on est lassés, est-ce que le public et les enfants sont lassés? Je pense que les chiffres nous montrent que c'est pas le cas. En fait, Arceus, c'est le second meilleur démarrage derrière Animal Crossing sur Switch. Arceus, c'est le meilleur lancement de la licence à 6,5 millions en une semaine. L'ancien record, c'était Perle scintillante et Diamant étincelant à 6. J'ai un petit doute, je crois que Soleil et Lune était très très haut. Je crois que c'est le second ever Pokémon. Ouais, je crois que c'est Soleil et Lune, c'est 7 millions. Mais bon, excusez-nous. Non, mais ça reste monstrueux, quoi. Juste, le remake de Diamant et Perle, il est rentré dans le top 10 Switch ever. Et en fait, ces deux chiffres montrent que en fait ils continuent à recruter, quoi. C'est que ça monte quoi. Ça montre surtout que tu peux faire un jeu Pokémon un peu plus innovant, ça cartonne. Tu peux faire le jeu le plus flemmard qui était apparemment le remake de Perle et Diamant, ça cartonne aussi. En fait, c'est que ça cartonne tout le temps, quoi. Ouais. Mais en fait, tout à l'heure quand je disais mais qui a le contrôle, qui donne les ordres dans la Pokémon Company, qui donne les ordres?
c'est quoi la pression qui pèse sur Tajiri, sur le dos de Game Freak, tout ça? Il faut savoir que Pokémon, on l'a déjà dit dans le Red Alert, c'est la licence la plus bénéfique de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que derrière Pokémon, il y a 2 licences, tu t'en souviens? C'est rigolo. Hein. C'est pas Hello Kitty ou... Et ouais. Et Winnie. Et Winnie. Voilà, donc il y a Pokémon, et après c'est Winnie et Hello Kitty, ou l'inverse. Donc c'est pas n'importe quoi. Quand ils sortent les jeux, c'est quelque chose qui est important. Et il faut pas croire, hein, je crois vraiment que de dire que les jeux, finalement, c'est pas important, que ce qui est important, c'est le merch, ce qui est important, c'est les films, ce qui est important, c'est la série. Oui, c'est vrai. Oui, les jeux rapportent moins que tout le reste. Néanmoins, les jeux restent la locomotive. C'est le carburant, ouais. C'est le début de la chaîne. Quoi. Exactement. À chaque nouveau jeu, à chaque nouvelle génération, c'est là où il y a un nouveau starter. C'est là où il y a 3 nouveaux Pokémon. C'est là où il y a des nouveaux personnages. C'est là où il y a un nouveau film tous les étés, depuis bientôt 25 ans. Non, 27 ans. Je sais plus. Bref. C'est les jeux qui restent encore en tête et c'est eux qui doivent pousser, donc il y a vraiment une pression. On pourrait avoir une vision un peu poétique de dire, tu vois, Tajiri c'est vraiment un fan de jeux vidéo, tu vois, à la base il était journaliste de jeux vidéo, il avait fait un fanzine, un peu comme nous, et son destin est un peu différent. Oui, je pense que Tajiri ça fait un bail qu'il a pu développer un jeu et qu'il est aux Maldives là, en train de siroter les cocktails. Mais ce que je me demande moi, c'est que si ces gens-là en fait sont vraiment passionnés de jeux vidéo, et qu'ils étaient vraiment à la tête de la barque Game Freak, ils auraient envie de changer les choses, ils auraient envie de révolutionner, ils auraient envie de pousser plus à avant en fait ce qu'est la structure Pokémon. Et un peu cynique, et je suis vraiment pas poétique du tout, je crois qu'il y a une pression peut-être de Nintendo Creatures et The Pokémon Company de dire non les gars, non, laissez nickel votre formule Pokémon, ou en tout cas maquillez-la, maquillez-la de sorte que on va tous croire en fait que ça évolue, mais finalement pas tant que ça. Et puis Pokémon tente des choses, des spin-offs il y en a plein, il y a eu Pokken, il y a un jeu de baston, il y a les Rangers, genre les jeux de génération Pokémon qui arrivent tous les 2 ans sont peut-être plus pour nous, mais ils essayent malgré tout de dire voilà, il y a d'autres propositions pour capter peut-être d'autres publics, ou peut-être il y a quand même des trucs. Bon, en gros, est-ce que Game Freak doit changer sa formule? À mon sens, c'est non. Est-ce qu'il doit la maquiller et la moderniser? Oui, et c'est ce qu'ils font déjà. Voilà, en gros, moi, ce que j'ai pensé de Arceus et de la politique globale de production de Game Freak et de Nintendo. Est-ce que Nico, ma dernière question, est-ce que tu vas continuer Arceus? T'as joué 2 heures? J'aurais envie, mais je pense que j'ai pas forcément trop le temps en ce moment. Mais je suis un peu curieux quand même. Ce que j'ai vu m'a paru plutôt sympathique. Plutôt sympathique, mais sympathique ça suffit pas en février dans le monde du jeu vidéo, parce que là, ouais, c'est un peu ça, Là il y a des mastodons qui arrivent, et on vous en parlera dans les prochains Red Alert, on n'y manquera pas. C'est l'heure de la pause, tranquille. Tu sais que c'est l'heure de quoi? C'est l'heure du top 3, de l'interlude. Top 3, cette semaine nous penchons sur le top 3 des choses qu'on ne reverra plus dans le jeu vidéo. Nico, ça veut dire quoi le top 3 des choses qu'on ne reverra plus dans le jeu vidéo? J'ai envie de dire que c'est explicite. Écoute, si ça l'est tant, je te laisse commencer avec ton 3e. Alors, ce qu'on ne verra plus dans nos jeux, c'est un petit livret dans les boîtes des jeux vidéo qu'on achète, parce que déjà, on n'achète plus beaucoup de jeux en boîte. Ça y est, la bascule est faite. Et surtout, maintenant, t'as juste du plastique avec ton jeu au milieu et t'as pas de livret. Putain, mais rappelle-toi de l'époque avec des livrets. Alors, il y en avait des plus ou moins intéressants. Il y en a qui c'était juste pour les contrôles de jeu, les garanties, etc. Mais t'en as où t'avais des artworks, des illustrations, te faisais un petit résumé de l'histoire. C'était un petit livre, un petit goodies avant l'heure, quoi. T'avais des livrets qui étaient fondamentaux. On en parle dans le livre qu'on a co-rédigé sur Zelda. Il y a tout un passage, en fait, sur la notice de Zelda 1, en fait, qui était inévitable si on voulait, en fait, comprendre un peu ce qui se passait dans ce monde d'Hyrule. Ouais, puis il y avait des illustrations de Terada de ouf. C'était, une sorte de compendium je sais pas, un compagnon de voyage. Tu le regrettes ? Est-ce que ça, c'est un constat, donc c'est le top 3 des choses qu'on ne reverra plus dans le jeu vidéo, mais est-ce que tu le regrettes? Alors je te dis pas que si c'était encore le cas aujourd'hui, je poncerais les livrets en les lisant 25 fois, mais oui, ça reste quand même... Quand tu ouvres ta boîte et qu'il y a que du plastique dedans et ton jeu, enfin surtout les boîtes Switch, tu vois, où t'as la cartouche qui est minuscule, t'as toujours ce petit côté... Déjà on n'ouvre plus de boîte, c'est fini, il n'y a plus de... Mais ça n'a pas aidé en tout cas, et je pense que c'est de toute façon une démarche consciente et volontaire pour pousser les gens vers le démat. On l'a tous ce souvenir de on va faire les courses avec nos parents et peut-être même en grande surface, et le trajet qui est plus ou moins long en fonction, et c'est dans ta voiture derrière que t'es là à mater. Oui, peut-être que même ton jeu tu pouvais pas y jouer avant Noël et que les parents te laissaient le livrer en mode tiens, pendant une semaine chauffe-toi là-dessus. Je pense qu'on l'a tous ce souvenir sur des jeux différents, et c'est des beaux souvenirs. Je viens de te dire que des boîtes on en a plus, c'est mon top 3, mais c'est pas simplement
des boîtes en fait. C'est que des choses qu'on ne reverra plus dans le jeu vidéo, c'est des boîtes et des CD chelous, vraiment des choses en fait marketing qui vont singulariser, distinguer certains jeux. Et là, je pense à Gran Turismo 2 et son CD qui sentait le bitume. Vous vous en souvenez peut-être pas de ça? Ouais, ça n'a jamais été super efficace de mémoire. Pas trop, mais si tu frottais en fait comme ça, déjà il y avait 2 CD. Il y avait le CD arcade et le CD simulation. C'était trop bien ça. C'est vrai, putain. Et alors j'en ai trouvé que 2 des exemples. Là, si vous en avez d'autres, et coucou Nico si tu en as d'autres. Moi je me rappelle de Total NBA 1997 et c'était une boîte où la texture au-dessus c'était un ballon de basket. Tu t'en souviens de ça? C'était rigolo. Hein. Mais c'était pas des collectors, c'est ça que je veux dire, parce que des collectors il en existera je pense toujours, il y a un vrai marché de la collection qui va en fait persister malgré la dématérialisation globale du marché. Là ce que je veux dire c'est que les versions de base avaient des gimmicks en fait. Ouais, puis ne serait-ce que le verso des CD PlayStation qui avait ce côté noir, ouais. Et ça reste un véhicule de nostalgie alors que c'est un peu nul hein, comme truc, mais... Voilà. Un autre temps. Ton top 2. Parce que c'est pas le top nostalgique. On est bien là. Parce que mon top 2, c'est les cartes mémoire qu'on a portées chez ses potes. Tu l'as mis aussi? Je cache mon top 1 pour te montrer. On a le même top 2. Voilà, on a le même top 2. Ça aussi, hein. Alors, on n'allait pas me dire, oui, sur Xbox One Series, tu peux acheter une carte mémoire, mais c'est un disque dur voilà, pour installer tes jeux. Déjà, c'est pas le même prix. Taisez-vous. Il faut pas casser son PEL à l'époque pour avoir sa carte mémoire. Et puis avant, voilà, tu as porté ta carte mémoire chez ton pote pour amener ta sauvegarde de jeu, pour avoir tes persos débloqués ou que sais-je. Et t'avais ce petit côté, je trimballe un bout de mon héritage de gamer avec moi pour aller... ouvrir la voie chez mon ami. Franchement, c'était trop pratique. C'était trop bien. Et alors, je sais pas vous, dites-moi, ami Toké, si vous êtes comme moi j'adorais sur PlayStation 1 aller donc allumer la console sans CD pour aller dans le menu de la carte mémoire. Et en fait, chaque jeu en fait correspondait. Il y avait une petite icône en fait personnalisée par jeu. Super et mignon, j'adorais regarder chaque icône. Et puis je voyais ma partie, tu voyais, j'ai fait 50 heures sur ça, machin. Et tu pouvais. Alors, est-ce que tu pouvais les classer? Tu pouvais les effacer? Je sais pas si tu pouvais les classer. Ouais, il y en a même certaines qui avaient une animation spéciale quand tu voulais les effacer avec le perso qui pleure. Et tu dis ça à lui. Franchement, ça j'adorais. C'était vraiment. Et les cartes mémoire, à quel point c'était pratique, parce que le début des disques durs, en tout cas amovibles, c'était pas la Xbox 1, c'était la Xbox 360. Mais rappelez-vous, la Xbox 360, le disque dur était lié à la console, était lié au compte de la console, et ça nous est arrivé. C'était le début de la fin, ça. Ça nous est arrivé, nous, pensant malin, on se dit, mais non, c'est bon, on prend juste le disque dur, et on était cramés. Et tu pouvais pas t'en servir sur une autre console. Et il y avait même, à l'époque PlayStation, un bail de décoration de cartes mémoire. Dans les magazines, ils offraient des autocollants. T'avais des trucs score game avec leurs petits dragons dégueulasses, là, où tu pouvais personnaliser ta carte mémoire. Donc c'était un peu big deal, quoi. Alors moi, j'ai jamais touché à ma console PlayStation 1, tu vois, les stickers, parce que comme tu dis, dans les magazines et tout, il y avait des stickers. Les stickers, c'était dégueulasse. En revanche, ma carte mémoire, j'avais le petit sticker cloud. Tu vois, hop là, posé. Et en fait, t'avais le petit sticker dessus, et tu sais, t'avais le petit sticker aussi à mettre sur la tranche. Ouais. Et t'avais des cartes mémoire de toutes les couleurs transparentes et tout. Et t'avais des cartes mémoire pas Sony qui marchaient pas. Oui. Mais rappelez-vous, même c'est tellement là aussi encore une fois une Madeleine de Proust que dans Astrobot, donc le jeu offert avec les PS5, j'en dirai pas plus, mais à la fin il y a un Easter egg, il y a une carte mémoire là-dessus. Moi, ça a été le moment qui m'a mis le plus l'émotion de tout le jeu, quoi. Ah là là. Bon, carte mémoire, c'était mon top 2 aussi, donc je te redonne la main sur ton top 1. Peut-être le même. Truc qu'on ne reverra plus, c'est des jeux qu'on peut jouer sur sa console sans avoir à les installer. Alors moi, c'est un truc qui m'a rendu ouf. C'est que pour moi, j'étais toujours défenseur des consoles versus les PC et tout pour plein de choses. Mais c'est surtout que t'avais pas à installer les jeux. Ça, j'ai toujours trouvé ça un peu con. Les consoles, tu branchais, tu l'allumais, ça partait direct. Et maintenant, alors depuis plusieurs générations, mais t'es obligé d'installer tes jeux sur les disques durs des consoles. Alors aujourd'hui, c'est rapide et tout, ça va, c'est pas non plus contraignant de ouf. Mais c'est quelque chose qui me rend dingue à chaque fois. Tu vois, la PS5 qui est extrêmement silencieuse. Je sais pas si vous avez une PS5, vous, avec le manche-disque, mais quand vous installez un jeu, c'est la PS4 Pro, quoi. Enfin, t'as l'impression qu'il y a un bug, quoi. Je l'ai fait pour la premiure fois avec Lost Judgment. J'ai eu peur, vraiment. J'ai cru que ma console allait décoller et partir par la fenêtre. C'est un truc de ouf. Elle allait s'échapper vers un autre propriétaire. Vers un monde meilleur. Je veux faire un heureux. Oh, une PS5, c'est pour moi. Alors, mon top 1, moi, j'aurais pu dire les temps de chargement. Hein. C'est vrai que c'est
Mais bon, mais toi, il en reste encore un peu. Il en reste encore un peu, donc dans le jeu Arceus, vous allez voir, entre chaque zone, il y a un petit temps de chargement. Non, un truc qu'on ne reverra plus dans le jeu vidéo, c'est les cheat codes en fait. Les cheat codes, les tips des trucs. Ah mais oui. Et en fait, c'était sympa parce que du coup, Internet existait pas trop, et puis même après, ça a un peu persisté aussi. T'avais vraiment un business déjà dans la presse où t'avais des bibles, les bibles de Solus. T'avais des légendes qui naissaient aussi sur tu peux débloquer tel truc, tel truc. On connaît, je pense, encore tous certains codes DBZ2 par exemple. Oui, bien sûr. Et en fait, ça n'existera plus, mais au fond de moi, je me dis, c'est dommage. Je pense que les cheat codes, il faudrait que ça revienne, parce que ça pourrait clore la possibilité, enfin, ça pourrait être une possibilité pour terminer le débat sur la difficulté. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle dans les raids alert ou dans les strikes, c'est que je pense vraiment que la modernité demain, c'est que les jeux vont être ouverts, dans le sens, pas des mondes ouverts, mais c'est que tu vas pouvoir jouer à ton jeu, choisir le chapitre final, choisir ta cinématique, etc., etc. Donc ça, c'est peut-être un vœu pieux. Néanmoins, en amont, il pourrait y avoir d'autres possibilités, et les cheat codes, je pense que c'est une possibilité, et il n'y a plus de débat de difficulté. C'est-à-dire que là, Sifu, par exemple, franchement, il est dur. On est dessus, il est dur. Mais imaginons, ça pourrait être même un coup de com', c'est-à-dire que dans 2 mois, Slowclap, le studio, balance sur Twitter un code. Et ça, en fait, c'est le code qui va te débloquer, je sais pas, la vie infinie, qui va te débloquer la possibilité de choisir le dernier niveau, etc., etc. Ça pourrait, je pense que c'est une possibilité sur ce débat, et ça pourrait donner des coups de marketing sympas. Ouais, mais est-ce que c'est pas plus simple de faire un DLC qui rajoute un truc dans le menu en mode niveau de difficulté, facile, machin. C'est moins rigolo, hein, je suis d'accord. Mais... Voilà, casse mes rêves. Brise, t'as tué ma chronique, là. Et en plus, mes cheat codes, mon top 1 de ceux qu'on ne verra plus dans le jeu vidéo. C'est vrai que t'avais les cheat codes un peu, c'est genre grosse tête du personnage, munitions infinies, mais t'avais des cheat codes aussi qui débloquaient des persos, voire des niveaux entiers. Et ça aussi, on y a perdu au change parce que maintenant c'est devenu payant, quoi. Mais t'avais des cheat codes qui étaient prévus par les développeurs, mais t'avais l'action replay qui éclatait les jeux et c'était pas du tout prévu par les devs. C'était c'était les mecs qui diguent maintenant dans le code, c'était ça avant l'heure, quoi. C'était ça. Ah là là, bon ben voilà, c'était un petit peu nostalgique tout ça. On va revenir à quelque chose de plus concret, en tout cas de plus contemporain, avec de l'actu, et c'est ta chronique, et tu vas nous parler de la réponse de Sony à Microsoft. Tout à fait, parce qu'on a beaucoup parlé de Microsoft, hein, après le rachat monstrueux d'Activision Blizzard, et il y a temps de s'intéresser à Sony quand même, à son concurrent direct. Alors surtout que l'actu nous a rattrapé. Alors c'était la semaine dernière, hein, Sony qui a annoncé le rachat de Bungie pour 3,6 milliards, hein, ça fait beaucoup d'argent. Donc on va essayer un petit peu d'abord dans un premier temps de comprendre la stratégie actuelle du constructeur, donc de Sony, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour leur futur, et puis on essaiera d'imaginer ensemble quelle direction ils vont emprunter en se livrant à des petits jeux de pronostics. Parce que Sony, forcément, doit réagir, mais Sony aujourd'hui n'est pas en danger, hein. Sony, la branche PlayStation va très très bien, continue à battre les records, à ramener masse de thunes. Et l'attrait pour la PS5, il reste incontestable. C'est toujours la hype, tout le monde galère à se procurer son exemplaire, donc ils sont pas non plus dans une situation de danger où ils doivent réagir coûte que coûte. Mais le bilan est pas top parce que justement pour la première fois, comme ils peuvent pas vendre assez de PS5, la courbe de la PS5 n'est plus en fait similaire à la courbe de la PS4. Ouais, et ça les gonfle pour de vrai. C'est vrai que ils auraient aimé dire la PS5 c'est la console de tous les records, déjà ce n'est plus forcément le cas, quoi. Ça aurait été possible là, s'il y avait du stock. Et quoi qu'il en soit, avec le coup de force exprimé par Microsoft, Sony doit quand même réagir, hein, parce que voilà, il faut se montrer aussi un petit peu à la hauteur. Et surtout, c'est ce qui se joue actuellement, ça déterminera le paysage du jeu vidéo, mais pas demain, mais dans 5 à 10 ans. Donc ça reste fondamental, hein. C'est maintenant que tu décides des orientations de ta boîte pour le futur, tout bêtement. Donc quelle est un petit peu la stratégie actuelle, hein. Donc on a vu qu'il y a eu plusieurs moves qui ont été opérés, et à mon sens, ça ouvre plusieurs axes de développement. Le premier, c'est la politique de rachat en fait menée par Sony. Donc on se rend compte que Sony, finalement, ne rachète pas tellement d'IP, mais ils rachètent de l'expertise, hein. Donc on voit, ils ont acheté Bluepoint, ils ont acheté Housemarque, c'est des mecs qui savent faire des bons jeux vidéo. Et ça, aujourd'hui, on se rend compte que la main-d'œuvre qualifiée, c'est aussi l'un des nerfs de la guerre. On peut évoquer le cas d'Insomniac, hein, qui, en gros, même s'il bosse sur du Spider-Man, sur du Ratchet, il ne possède que peu de licences en interne. Exactement. Et c'est des licences sur leurs jeux qui ont fait les moins bons scores, notamment Sunset Overdrive, c'est ça, qui a pas vraiment cartonné. Donc, tu n'as pas la valeur de l'IP quand tu achètes Insomniac parce que c'est des mecs qui savent faire des bons jeux vidéo. C'était une affaire.
Insomniac aujourd'hui, Là, avec le recul, c'était 235 millions. tiens, 2 balistos, j'achète Ah non, Insomniac. C'est incroyable. Le but aussi de ces achats, ça a été d'apporter de l'aide à ces gros studios pour continuer à développer leurs jeux. Donc on a par exemple le rachat de Valkyrie Entertainment, qui est un studio qui fait du co-développement, donc qui est pas là pour créer des IP, créer des jeux, mais pour aider au développement, parce que on a parlé même pour Pokémon aujourd'hui, tous les studios, ils ont des aides extérieures, ils sous-traitent plein de choses ailleurs. Et Valkyrie Entertainment, par exemple, ils ont bossé autant sur le dernier God of War que sur Halo Infinite. Donc voilà, on sait qu'ils étaient assez courus et qu'ils bossaient sur des gros projets. Le but de tout ça, c'est évidemment pour Sony de rester dominant sur le domaine du jeu solo à gros budget. C'est leur marque de fabrique, c'est leur ligne éditoriale. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a aucune intention de lever les pieds. C'est, au contraire, on capitalise sur nos forces. Un autre axe de cette stratégie, c'est l'autre pan, développer du jeu multi et du jeu service, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui fonctionne, c'est la mode, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent qu'en multi, donc c'est pour ça qu'on peut imaginer qu'il y a eu le rachat de Bungie pour 3,6 milliards, et là encore une fois, il y a la licence certes Destiny, mais je pense que ce qui intéressait plus Sony, c'était l'expertise de Bungie en jeu service. C'est un des pionniers dans le genre, et c'est un de ceux qui ont le mieux réussi. Il y a beaucoup de studios qui ont essayé de copier la recette jeu service, la recette Bungie qui n'ont pas réussi. On pense à Square Enix avec Avenger, on pense à Anthem avec Electronic Arts. Donc Bungie, tu rachètes l'expertise du jeu service, ils savent faire, et l'expertise du FPS multi. C'est quand même les mecs qui ont créé Halo, donc là-dessus ça reste un peu des boss sur le domaine. Et on voit que développer en fait du free-to-play, du game as a service, c'est quelque chose qui est ultra compliqué. Electronic Arts, l'ont dit à BioWare, enfin c'était pas BioWare, c'était pas Electronic Arts, c'est Square Enix avec Eidos. Ça, c'est Eidos, hein. Ouais. Et Crystal Dynamics. Crystal Dynamics, qui ont dit, finalement, on a mal fait, on a donné une tâche à un studio qui n'était pas spécialiste, qui savait pas faire, et en fait, on s'est raté. Et ça me fait penser à la déclaration d'Inaba, récent président de Platinum Games, qui a dit, en fait, pas on est condamné, mais on est quasiment obligé de commencer à faire et à penser le jeu différemment, dans le jeu game as a service. Et moi, ça me fait ultra flipper, parce que déjà, au-delà du fait que ce soit pas des foudres de la technique, ils sont quand même spécialisés dans certains genres de jeux plutôt pointus, plutôt du beat'em all, plutôt du jeu d'action. Et ils peinent à les sortir, ils sont souvent en retard. Là, ce qu'ils font pour Square Enix avec Babylon Fall, ça m'a pas l'air ouf. Et c'est lui pensé comme un jeu service, et donc on va voir. Qui a muté. Il a muté. Qui a connu un développement apparemment très compliqué, quoi. Et ouais, ils ont changé leur politique, et ça fait flipper en fait. Et je pense que c'est plutôt intelligent de la part de Sony de dire, prenons des gens qui savent faire et qui ont fait en fait justement leurs preuves. Tu gagnes du temps aussi, parce que t'as pas à former des mecs, t'as pas à essuyer les plâtres, t'as pas à faire des erreurs pour apprendre, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et donc c'est plus simple. Alors on va pas s'apesantir 10 ans sur ce rachat de Bungie, mais juste Bungie va être considéré comme une filiale indépendante et donc n'est pas un membre des PlayStation Studios. Ils ont ce statut un petit peu à part. Et ce qui est dit, c'est qu'ils continueront à sortir des jeux en multiplateforme. Alors quand Microsoft dit ça, on dit non mais vous inquiétez pas, c'est pas vrai. Là j'ai l'impression que les arguments et les phrases sont sans aucune ambiguïté, j'ai l'impression que ça sera le cas. Je sais pas, en tout cas Destiny, c'est de base, c'est devenu un free-to-play. Oui. Donc lui, ça serait contre-productif de le limiter à la PlayStation. J'ai fait Serpentard un peu là. Mais ça serait bizarre de dire ce free-to-play est exclusif. Enfin, ça n'a pas de sens. La prochaine IP développée par Bungie, pourquoi pas, je sais pas. Mais à voir. Sachant que Microsoft même revient un petit peu sur ses déclarations et sous-entend maintenant que Call of Duty continuera à sortir sur PlayStation. Est-ce que c'est lié aussi au régulateur qui va examiner le projet de rachat? Ils ont l'œil de Moscou sur eux. Et que c'est peut-être une condition sine qua non finalement. Donc est-ce qu'on va pas arriver dans un monde en fait où tout le monde développera pour tout? Ça serait un peu nouveau. Ce serait bizarre. Juste, moi j'aimerais revenir sur ce mot là, indépendant. Je trouve ça tellement vide de sens. Comment en fait un studio peut se revendiquer indépendant alors qu'il vient de se faire racheter? Alors que tu puisses être artistiquement indépendant, peut-être, mais des clauses, il y en a partout. C'est-à-dire je dis n'importe quoi, que Bungie peut être artistiquement indépendant, mais conditionné à l'aval économique de Sony. Donc si Bungie demain dit ouais, moi je vais faire un Animal Crossing-like, Sony dit non, on te donnera pas les finances pour ça, donc ton indépendance, elle est déjà un petit peu contestée. Et je trouve ça de toute façon assez étrange de dire que ce studio est indépendant. C'est un mot, je trouve, qui est galvaudé pour tout, tu vois. Oui, le jeu indépendant, enfin ça n'a plus rien. Mais après, comme tu dis, ça dépend aussi contractuellement. Ça peut se négocier, c'est quelque chose qui peut se négocier. Et ils répondront à leur propre conseil d'administration Bungie. Donc à voir, mais comme tu dis, tu mets pas 3 milliards sur la table si les mecs peuvent faire ce qu'ils veulent et aller contre tes propres intérêts aussi. Donc je pense que ça doit être très cadré.
Avant de continuer, tu voulais peut-être rajouter des choses sur Bungie. Toi, tu avais des interrogations en tête. Je me pose des questions. Il y a un truc qu'on a appris, c'est que sur les 3,6 milliards que Sony a déboursé pour acheter Bungie, il y a 1,2 milliard qui est en fait une enveloppe de rétention afin que les cerveaux de Bungie, les développeurs, le staff en fait, ne s'échappent pas. C'est un tiers de la somme pour les régaler un peu. Quoi. Voilà, c'est énorme. En fait, c'est des sommes qui se débloquent. Alors toujours pareil, c'est des contrats, on n'a pas connaissance des détails. Donc c'est peut-être des sommes qui vont se débloquer à la signature du deal. Si tu restes dans 2 ans, tu as une autre partie de la somme qui va se débloquer. Tout ça pour dire, comme tu le souligner, un tiers de la somme, c'est énorme. Donc il y a très peu d'IP. Donc c'est vraiment les gens qu'il faut garder. L'expertise que tu veux, c'est une carotte en fait pour faire rester les gens. Quoi. C'est vrai. Une carotte dans le sens positif. Je sais que l'expression peut aller dans les deux sens. C'est pas une disquette. Néanmoins, si tu soustrais 1,2 milliard à 3,6, ça fait 2,4. Et 2,4 milliards, ça correspond plus ou moins à 400 millions. Qu'est-ce que c'est à Minecraft? Et finalement, Minecraft, à l'époque, c'était pas une si grande équipe. C'était une IP, certes. C'était même pas une idée de game design, parce que on sait aujourd'hui qu'une idée de game design peut pas être protégée par un brevet, donc tu peux copier Minecraft. Et finalement, on a beaucoup entendu, je trouve que Sony avait vraiment déboursé. Alors c'est vrai qu'il y a une escalade, on l'a souligné dans les Red Alert. Aujourd'hui, maintenant, tout va être de plus en plus cher. Hein, c'est comme au foot, en NBA, machin. Maintenant, c'est des sommes qui sont astronomiques. Mais finalement, 2,4 face à 2 milliards pour Minecraft. Je trouve que là, la cohérence était un petit peu plus. Enfin, je trouve j'y vois une forme un petit peu de Minecraft, concordance. Je pense que tu payes une communauté en fait. C'était qu'il y a un jeu qui avait une énorme audience et tu te donnais un accès en fait à cette audience-là. Destiny, c'est le cas aussi. Destiny aujourd'hui est vraiment ultra populaire depuis qu'il est passé en free-to-play. Et en off, je te rends, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Tu me disais oui, mais attention, les 1,2 milliards de rétention, c'est peut-être quelque chose qui est réel pour chaque deal. C'est juste que là, on en a entendu parler. C'est vrai. Et peut-être que. Après, c'est vrai que Microsoft, sans dire qu'ils n'achètent pas d'expertise, parce qu'il y a évidemment des salariés super compétents chez Activision, chez Bethesda, mais ils achetaient surtout un portfolio de licences pour accroître l'attractivité de leur Game Pass. Quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est là vraiment qu'on voit un petit peu la différence de stratégie. Donc en plus de Bungie, Sony avait mis au point plusieurs deals pour s'assurer des jeux multijoueurs. Donc il y a des partenariats avec Haven, la société de Jed Raymond. On n'est pas encore sûr là, si ça sera du solo, du multi ou quelque chose un peu entre les deux. Mais il y avait aussi les partenariats avec Fireworks Studio, donc des anciens de Bungie, et Deviation Games, des anciens de Treyarch. Là, c'est sûr, c'est pour du jeu multi, du jeu service, à n'en point douter. Ouais. Si bien d'ailleurs que Sony a confirmé que d'ici 2026, il prévoyait de sortir 10 jeux services sur l'écosystème PlayStation. Donc on voit que l'objectif, c'est de s'octroyer ces modèles de jeux qui ont des monétisations à longue durée, ce qui à l'heure actuelle leur faisait quand même un petit peu défaut. Quoi. Carrément. Et en tout cas, sur ce qui est de la stratégie, tu l'as dit tout à l'heure, ils vont miser sur leur force, sur les gros jeux solo narratifs. Néanmoins, en termes stratégiques, c'est intéressant de se dire, est-ce que tu vas renforcer là où t'es bon, ou est-ce que tu vas pallier à là où t'es nul? Make sense, quoi. Ouais, et là, pour le coup, ils ont juste dit, j'ai l'impression qu'ils vont faire un peu des deux. Oui, c'est-à-dire que on veut être fort sur le solo, on l'est déjà, et on veut être fort sur le multi pour contenter un peu tout le monde. C'est d'une logique assez implacable. Ouais, carrément. Troisième axe, la VR, parce que Sony lâche pas l'affaire. Hein. Je te vois lever les yeux au ciel. Ouais, je suis dégoûté, je suis pas VR. On se rend compte, il y a eu le rachat de Firesprite, qui sont déjà au charbon sur un jeu VR. Le but, ça reste quand même pour Sony de continuer d'innover dans ce secteur qui reste potentiellement vecteur d'une croissance qui est encore réelle. Donc la VR, ça existe encore. On voit qu'il y a des gros bonnets qui ont investi dedans, donc c'est pas pour rien. Ça reste un pari quand même. Ça reste un pari, mais ils seront prêts si le pari se concrétise. Donc ça reste plutôt prévoyant. Mais bon, la R&D, tout ce qui est recherche et développement, sur des technos où tout le monde n'est pas dessus, par exemple Microsoft, ils ont décidé de dire non. Ouais. Peut-être qu'ils feront de la VR, peut-être en marque blanche. Peut-être en marque blanche. Ouais. Tu vois, ils vont peut-être acheter des technos, etc. Mais Microsoft ne va pas y aller in-house, en interne. C'est un vrai pari, je trouve, d'investissement. Quoi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle de ce fameux métaverse qui serait le futur doré pour plein de gens. Alors nous, on n'est pas forcément là à y croire, mais Sony avait déjà été précurseur là-dessus avec son PlayStation Home. Ils ont, je pense que là où tu le ressors aujourd'hui presque clé en main, ça reste plus pertinent que là où c'était sorti à l'époque. Et le VR devient un véhicule pour ce métaverse. Là aussi, encore une fois, peut-être que ça aboutira pas forcément, mais au moins, ils sont prêts. Ouais. Moi, je serais intéressé de savoir si, par exemple, leur studio interne à Sony, donc les first party,
On a cru comprendre en fait qu'ils avaient un peu mandaté, par exemple Naughty Dog, sur du jeu multi. Est-ce que c'était du jeu en ligne? On ne sait pas. Est-ce que c'était une volonté de Sony de dire on va faire ces jeux-là par nos bijoux, c'est-à-dire Naughty Dog, Santa Monica, qui est sur God of War, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils ont dit, allez, on va le développer en interne. Et est-ce qu'ils vont rechanger le braquet? Tu vois, maintenant qu'ils vont avoir des studios spécialistes, ils vont dire, attendez, Naughty Dog, laissez tomber là votre truc, continuez à faire ce que vous voulez, peut-être Last of Us 3, votre nouvelle IP. Ça, je suis intéressé parce que moi, si Naughty Dog demain fait un jeu multi free-to-play en VR, je veux voir flou dans tous les cas, dans tous les sens du terme, quoi. Alors là, on peut faire que des déductions, hein, on n'a aucune piste là-dessus, mais j'ai l'impression que c'était un souhait de Naughty Dog d'aller sur ce versant-là. Peut-être, oui. Il avait fait avec le premier Last of Us, il avait fait avec Uncharted. Alors je sais plus si c'était le 3, je crois qu'il y avait un mode multi. Oui, le multi, ouais. Donc je pense qu'ils avaient envie d'aller là-dessus, que ça n'a pas été imposé et qu'on va pas leur dire non mais arrêtez tout, on va filer le bébé à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils partageront l'expérience, mais j'y reviendrai juste après là-dessus. Le dernier axe, c'est un peu la synergie autour de tout ça. Donc l'idée c'est de mutualiser donc toutes tes compétences et toutes tes licences entre les studios. Je viens de le dire, c'est-à-dire que le multi de Last of Us peut-être qui restera chez Naughty Dog mais avec l'expertise d'un studio en renfort en plus. Et c'est d'ouvrir ces licences et de les porter de la console au PC jusqu'au mobile, donc sur tout le pan de jeux vidéo possible, mais aussi à la télé et au cinéma, parce que Sony, ça reste aussi un groupe de divertissement global. On voit qu'il y a Uncharted qui arrive au ciné, il y a des séries sur Twisted Metal en production, et on sait que c'est l'une des choses qui a certainement plu à Bungie, qui voulait aussi développer son univers en transmédia. Donc là, le but, c'est clairement de faire connaître tes licences à un plus grand public. Le mec qui va voir Uncharted au ciné, il va peut-être avoir envie d'acheter le jeu. Le joueur d'Uncharted, il aura peut-être envie d'aller au ciné voir le film. Donc c'est mutualiser un peu tout ça, toutes ces IP, toutes ces forces créatives, et de les rendre accessibles au plus grand nombre, quoi. Et tout le monde y met un doigt, hein, tu vois, Halo, ça arrive, hein, il y a la série, il y a tout. Sur le principe de mutualiser, j'ai pas l'impression que ça soit super bien vu. Par exemple, tu vois, Rockstar fait ça depuis maintenant des années et des années, où en fait, tu sais plus trop qui développe quoi. T'as 2 jeux Rockstar qui sont en cours. C'est ouf même de se dire que, tu vois, les remasters de GTA 3 San Andreas, c'était externalisé, tu vois. Les studios qui leur appartient, ils sont vraiment en train de développer le prochain gros jeu et tu sais pas qui fait quoi. Il y a un autre éditeur qui fait beaucoup ça et c'est pour ça que je dis que c'est un peu mal vu, c'est Ubisoft en fait. C'est qu'Ubisoft, ils ont vraiment une politique ils ont des studios de par le monde et en fait ils vont jouer avec les forces, les disponibilités de chacun. Alors j'ai vraiment pas les détails, mais on sait que voilà, ils vont mutualiser. Le staff roll des jeux Ubisoft, c'est 20 minutes. Ouais. Et en fait, tout le monde est impliqué, quoi. Oui, après, on aime ou on n'aime pas les jeux Ubisoft, mais ça reste une société qui est capable de produire 3-4 open world gigantesques presque tous les ans. Ça reste une performance humaine, je trouve, assez dingue, quoi. Ouais. J'aimerais bien aussi avoir des confirmations. On entend et lit beaucoup aussi sur ces gros rachats, Microsoft ou Sony, qu'il va y avoir en fait des pertes d'emplois. C'est-à-dire que il y a des sociétés qui vont se rassembler et donc du coup, il va y avoir des postes, des doublons. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est le contraire. Et à l'image de Ubisoft. En fait, quand tu as vraiment des studios éclatés partout sur Terre et que tu vas avoir des projets à réaliser en parallèle par tous ces gens-là, en fait, ça crée de l'emploi parce que ça crée des emplois intermédiaires de gestion. Ouais. Nous, on a un ami qui bosse chez Airbus qui nous explique que c'est vraiment ultra important et Airbus, voilà, ça fait des avions et c'est vraiment ce délire de imaginer un avion, c'est un jeu. Mais en fait, il n'est pas construit au même endroit, il n'est pas développé au même endroit, que ça soit soft ou que ça soit software, tout ce qui est logiciel ou que ça soit en dur, une partie de l'avion. Et tout ça, en fait, il faut les coordonner. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là uniquement pour la coordination. Et quand tu rachètes, je dis n'importe quoi, quand tu rachètes Bethesda, par exemple, ou que tu rachètes... attends, c'est qui qu'ils ont racheté Activision Blizzard King. Mais en fait, laisse tomber, comment tu fais pour coordonner? Il n'y a pas un mec qui va gueuler très fort en disant bon, on va plutôt faire ça. Et bon, les RH Microsoft vous occupez de tous les autres studios. Mais t'imagines, moi j'ai la fièvre rien que d'imaginer, il va falloir mettre tout le monde au pas. C'est un truc de ouf. Donc... Mais l'exemple de l'avion est bien trouvé parce que les jeux d'aujourd'hui, ça devient des chantiers colossaux et qui sont plus gérables pour un seul studio en fait. Ouais, quoi. C'est ça, c'est exactement on a atteint un niveau. Mais quand je parlais de mutualiser, c'est également, tu vois, ta licence Uncharted qui est, je sais pas, la perle de tes AAA consoles de salon, ça sera peut-être un jeu mobile développé par un autre studio pour avoir l'attrait de la licence sur mobile. Ça sera peut-être, voilà, c'est cette manière un peu de mélanger. Là, on a un jeu VR qui sera lié à Horizon.
Tu vois, c'est de pouvoir mutualiser là-dessus, parce que souvent les rachats qu'ont fait Sony, bah, c'est pas juste pour un de ces points spécifiques, mais ils couvrent 2 voire 3 de ces axes de stratégie. Donc t'as Firesprite, donc qui est à la tête, qui va développer certainement des gros jeux, on parle, qui serait à la tête du développement de Twisted Metal, Oui. mais qui vont également développer le Horizon Call of the Mountain en VR en collaboration avec Guerrilla. Ouais. Et t'as par exemple Nixes, qui est un spécialiste des portages PC, donc qui peut ramener tous les gros jeux PlayStation sur PC, comme on voit qu'ils sont en train de le faire, mais qui est aussi un studio de co-développement qui pourra aider sur la création de ces AAA. Donc c'est des trucs assez malins, des achats assez malins, parce que ça couvre pas qu'un besoin, ça en couvre plusieurs, et ça je trouve que c'est la meilleure option là, dans ces cas-là, quoi. Ouais. Et ça établit une stratégie qui est finalement en fait devient classique, hein. On vous rabâche les 3 piliers du jeu moderne, hein, flow, qualité de vie et monde ouvert, mais tu nous en as parlé dans de nombreux Red Alert, Nico, c'est que aujourd'hui, quand tu as une franchise, il faut la décliner encore une fois sur 3 piliers, hein, c'est comme ça. AAA, freemium et jeu mobile. Jeu mobile. Et en fait, c'est peut-être ce qui va aussi être le destin de plusieurs franchises Sony, quoi, et Microsoft. Ça me paraît assez inéluctable là-dessus, quoi. Maintenant, voilà, on a fait un peu le point de la stratégie Sony. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur ? Alors, on va jouer à un jeu. Je serai Jim, tu seras Ryan. Ok. Et donc, nous sommes à la tête de Sony Interactive. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, l'idée, c'est évidemment de rester réaliste. On va dire, je rachète Apple, Nintendo et je sors 8 jeux par an. Ok. Donc, je vais te proposer des axes d'évolution. Tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. Okay. Donc, déjà, poursuivre sur ses forces, capitaliser là-dessus, continuer à faire des jeux AAA premium. C'est quand même pour ça qu'on les attend. Là-dessus, ça me paraît être évident. T'es Jim, je suis Ryan, ou l'inverse ? Non, c'est moi Ryan. Moi, je te dis, ok Jim. Là, il faut foncer. Il faut foncer sur nos forces. Il faut surtout continuer à se singulariser, en fait, à se distinguer. Aujourd'hui, on est Sony, hein, on est connu pour nos gros jeux, et on a même prouvé à l'ensemble de l'industrie que finalement, vendre un jeu qui se termine avec le début, milieu et une fin, ça peut faire de l'argent et ça continue à avoir du succès. Il faut continuer à le faire, parce que si on va trop s'étendre et faire trop comme tout le monde, finalement on sera l'un parmi d'autres. C'est vrai, je suis d'accord avec toi Ryan. Deuxième, alors là ça va être le côté un peu fun, rachat et partenariat supplémentaire. Alors on sait qu'il y a des licences qui sont dans le cœur des joueurs, associées fortement à l'image de PlayStation. Final Fantasy, Tomb Raider, Resident Evil, c'est pas toi qui me diras le contraire. Metal Gear, Silent Hill, on peut aussi aller par là. Est-ce que ça ne va pas pointer tout bêtement la direction à prendre pour Sony de racheter Square Enix, de racheter Capcom ? Est-ce que ça paraîtrait pas logique ? Ça me paraît faisable financièrement. C'est des sociétés japonaises, on sait que ça facilite les choses. Mais est-ce que philosophiquement, ça serait pas presque logique ? Bah si. Mais Jim, là je te dis, Jim, est-ce qu'on a les... Jim. Non mais est-ce qu'on a les reins ? Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on peut acheter Square Enix ? Capcom et Square Enix, ça me paraît réalisable. Tu penses que c'est... Le truc, c'est que Final Fantasy et Square Enix et Sony, il y a vraiment une relation qui s'est nouée avec les années. Aujourd'hui, FF7 Remake reste encore une exclusivité et ne tombe pas que. Forspoken, Final Fantasy Origins sont des exclus PlayStation. Hors Exactement. PC, quoi. FF16 encore temporaire. FF16 aussi. Il y a un truc qui se passe, et chez Sony, il y a vraiment une envie de toujours collaborer sur le long terme avec des partenaires, et puis après les ingurgiter, un peu comme Nintendo. C'est un peu plus rapide chez Sony, mais Nintendo c'est un petit peu le même délire. En fait, c'est très japonais comme façon de fonctionner. Si on a, franchement, ça serait trop bien, ça serait presque trop rêvé, je pense. Mais ça ferait tourner des têtes. Là, pour le coup, parce que ça ferait des ventes, mais l'image. T'imagines l'image ? Sony rachète Final Fantasy. Oui, les Final Fantasy, les Dragon Quest, les Resident Evil. Ça poserait des questions parce que quand même Square Enix et Capcom sont très présents sur Switch par exemple. J'oublie, c'est Square Enix et Capcom. Oui. D'accord, autant pour moi. Après, il y aurait, alors là c'est un peu le rêve mouillé, mais racheter les licences Konami, donc phare, Metal Gear, Castlevania, Silent Hill, c'est possible, et c'est même envisageable, mais c'est vrai que là-dessus c'est un peu la wishlist, quoi. Ouais, c'est un peu la wishlist, c'est vrai, mais pourquoi pas, moi je suis chaud, là tu sais me convaincre. En tout cas, voilà, plus que des rachats, la sécurisation des licences pourrait être une alternative peut-être moins chère, mais on en parlait pour Square Enix, c'est déjà plus ou moins le cas. Donc on sait que Street Fighter V était aussi une exclue PlayStation. Sony qui rachète l'Evo, il y a des rumeurs que Sony rachèterait Arc System Works. Ça serait pas étonnant que Street Fighter 6 soit une exclue PlayStation aussi, quoi. C'est exactement ce que je te dirais, moi, si j'étais Ryan. Je te dirais, on a acheté l'Evo, pourquoi ? Il faut qu'on fasse un truc autour de la baston, il faut en tout cas qu'on donne du sens à ce rachat. On a Crunchyroll aussi, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc ? Tu vois, c'est un peu... on a des trucs dans les poches, il faut les transformer, et je pense que c'est par là aussi que Sony va aller, c'est qu'on va voir une alchimie se former autour de tous les services que Sony a actuellement, quoi. Sans forcément racheter, sans forcément dépenser. Ils ont des trucs à transformer, plus. On poursuit, je te dis, Ryan, Microsoft vient de racheter Call of Duty.
C'est relou, est-ce qu'on devrait pas créer notre propre Call of Duty, donc ce jeu en ligne phénomène qui peut rapporter masse de thunes. Et je te dis, bah attends, on a déjà des IP en interne, on a du Resistance, du SOCOM, MAG ou Killzone. Killzone, j'allais te dire, je pensais que... Ouais, mais je te dis, mais il faut ressusciter Killzone. Guerrilla, hein, qui sont aujourd'hui sur les Horizon, ont fait les Killzone. C'était pas des bangers, mais c'était quand même c'était un gros FPS à l'époque. En tout cas, c'était une des claques techniques à chaque fois. Et puis SOCOM et MAG, c'était aussi même des pionniers sur le jeu en ligne. Hein. Donc, on voit que Sony a déjà, un peu comme on parlait des métaverses et tout, a déjà goûté à ça, a été un précurseur là-dessus. Ils ont un peu lâché l'affaire, mais est-ce que c'est pas le bon moment pour venir? Bungie, avec son expertise, peut t'appuyer là-dessus, te backup. Ça pourrait être une piste, en fait. Créer ton propre successeur à Call of Duty, en fait. Ouais, carrément. Moi, j'ai peur, je digresse, mais j'ai peur que ce soit Microsoft qui fasse ça. Là, ils sont en train de dire haut et fort que Call of Duty sera toujours un jeu... mais rien n'empêche Microsoft de dire à Activision et aux studios d'Activision, des Call of Duty, déjà, il n'y en aura plus que un tous les 4 ans. Et on va créer une nouvelle licence qui s'appelle Duty of Call. Et en fait, celle-là, elle sera agnolisée. Ça sera le vrai cité de sa substance Call of Duty pour en faire un autre. Peut-être, je sais pas. C'est fourbe, mais c'est fourbe, mais je suis Ryan. Et Ryan disait c'est le fourbe. Tu parlais de Crunchyroll et tout, miser sur le transmédia. Sony commence déjà à le faire, hein, mais faire valoir son expertise hors jeux vidéo, ça peut être intéressant. Là encore, c'est quelque chose qu'ils avaient testé et je pense qu'il a été un petit peu oublié, mais il y avait une série télévisée dans Powers qui est adaptée d'un comics de Brian Michael Bendis et qui était diffusée sur PlayStation Network en fait. C'était une série unique, dédiée au PlayStation Network exclusive. Ok. Donc là aussi, pourquoi pas revenir là-dessus. Tu l'as parlé Crunchyroll sur les animés, il y a moyen. Ils ont fait des tests, tu sais, en Pologne, je sais plus, c'était exactement en Europe. J'ai plus entendu de nouvelles sur de la VOD. D'avoir une sorte de Netflix avec les productions ciné de Sony Pictures. Ouais. Ça, c'est en tout cas une option, je pense, qui sera explorée. Alors là aussi, je sais que tu vas me dire oui direct, Ryan, hein, mais jouer encore plus sur le passif sur l'héritage et la nostalgie autour de la marque PlayStation avec l'héritage rétro gaming. C'est ça. On parlait de Spartacus. Spartacus. Mais donnez tout. Donnez de la rétrocompatibilité, donnez un PlayStation. Alors, on est d'accord. Franchement, si ça s'appelle pas PlayStation Plus, je suis dégoûté. C'est une marque qui est établie. Tous les systèmes et les services s'appellent Apple Plus et Disney Plus. Paramount Plus, Apple TV Plus, HBO Max. Dommage. il faut transformer ça. Et je pense que c'est parfait parce que en plus, ça serait même pas très singulier, très différent et différenciant que ce que fait le Game Pass, parce que on peut se mettre au niveau. Ouais, c'est juste se mettre au niveau, ou en tout cas mettre l'emphase dans la communication. C'est vrai que Microsoft l'a beaucoup fait sur la rétrocompatibilité, mais ils sont vite passés à autre chose. Ils ont fait les choses bien, proprement. Mais ils avaient moins d'héritage à faire valoir. Et tu vois, t'avais Fable, t'avais Halo, ok, mais ça n'a rien à voir avec le catalogue PlayStation. Voilà. Il y a des fans et pas de blasphème, hein, on respecte, mais il y a un truc autour de la PlayStation 1, autour de licences qui sont nées sur cette machine et qui ont traversé les âges. Il y a un truc à faire là. Il faut. Regardons le Nintendo Direct d'hier. On a pleuré parce qu'on nous a sorti des vieilleries. Alors, on n'est sûrement pas une majorité, c'est pas nous qui allons renflouer les caisses. C'est de l'image, oui, plus que du. Mais il faut en tout cas pas le négliger. Parce que sinon Nintendo et les autres constructeurs ne le feraient pas. Si ça serait pas minimum rentable ou en tout cas vertueux, quelle que soit la forme, ils le feraient pas. Oui, et puis c'est pas la rétrocompatibilité qui a été mise au point sur Xbox. Sifo n'a pas gagné d'argent ou on a même perdu. Oui, mais c'était du marketing et de l'image, on en a déjà parlé de toute façon. Alors maintenant, Ryan, j'ai quelque chose d'audacieux à te proposer. Voilà. Est-ce que Sony, on ne devrait pas développer un nouvel hardware? Alors on a la PS5, on a le PlayStation VR 2 dans les tuyaux. Pourquoi pas une console portable à la Steam Deck? Donc pas une console portable qui aurait des jeux dédiés, donc pour pas diviser les équipes, etc. Mais une console portable qui serait liée à ton compte PlayStation et qui pourrait te permettre de jouer aux jeux que tu possèdes dans ton catalogue sur une version portable, sur une console déportée, quoi. Donc, en fait, c'est une sorte de Steam Deck brandé Sony et construit par Sony. Je trouve que c'est une bonne idée, Jim. Alors, en tout cas, il manque de composants en ce moment, tu sais, c'est chaud. Donc, faire de... Dans un an ou deux. Dans un an ou deux. Franchement, je pense que le vrai modèle, c'est l'hybride. Donc là, tu nous proposes une seule console? Alors, je pense que ça serait compliqué de faire tourner, par exemple, des jeux PS5 sur un format compact portable. Mais genre, ton catalogue PS4 ou même ton Spartacus avec tes jeux rétro, lié à ton compte, ton ID PlayStation Network, tu pourrais les faire tourner sur ta console portable en parallèle, quoi.
Alors, ça sous-entend que le catalogue et le public rétro gamer soit suffisamment en nombre pour pouvoir supporter. Mais moi j'aime. En tout cas, moi je l'achète. Après, les jeux PS4, regarde Horizon 2, God of War 2 et Gran Turismo 7 seront des jeux PS4. Ouais, mais là tu nous embarques un truc dans la console, c'est un peu costaud. Moi je te dirais bien, ouais, une pure console rétro, peut-être de PlayStation 1 à 3. Je sais pas. À voir, on va pencher. On va en parler au conseil d'administration. En tout cas, toutes ces options-là, hein, toutes ces pistes, ça sert à faire... Enfin, l'objectif, c'est de faire pencher le consommateur vers l'écosystème PlayStation plutôt qu'Xbox. Pas juste pour la machine et les jeux, mais pour tout un ensemble qui te fait dire, si je prends une PlayStation, je m'ouvre l'accès à tous ces trucs-là. Donc, plutôt que maintenant à la guerre même des jeux ou des exclus, ça s'étend même aux services mais globaux, quoi. On sort même du cadre du pur jeu vidéo, quoi. Donc je pense qu'on va se donner rendez-vous très bientôt pour la suite, parce que on nous dit que les rachats c'est pas fini, donc je pense qu'on en reparlera très très vite. Mais quel sera le prochain move? C'est ça le truc. Qui va racheter qui en premier? En tout cas, c'est excitant, c'est chouette. Il y a de l'actu toutes les semaines. C'était une grosse émission aujourd'hui. Hein. Oui, 1h30, c'est un peu à l'ancienne. Il y a un peu à l'ancienne. Il y a eu des gros débats, des sujets de l'actu et du rétro. Ça faisait plaisir. Qu'est-ce que tu nous réserves pour la semaine prochaine? Est-ce que je ne vais pas parler de Lost Judgment que je vous promets depuis 3 semaines? En tout cas, qui y croit ici? Je ne sais pas. Mais tu penses là, t'es sûr? Parce je pense qu'il y a moyen, sauf s'il n'y a pas un nouveau rachat de ouf d'ici là. Ah là là, l'actu dictera. Alors, ça sera peut-être pas un raid alerte. Où sera l'alerte? Parce que la semaine prochaine, je vais vous proposer de parler de Horizon premier du nom dans cette chronique rubrique un peu mise à jour. En fait, le 2 va sortir, donc là on va tous se mettre à niveau sur qu'est-ce qu'était Horizon 1, le scénario, pourquoi, comment. Si vous n'avez pas fait le 1, à la fin du prochain raid alerte, vous serez chaud pour faire le 2 dans tous les cas. Voilà, donc ça sera le chill alerte, pas d'alerte du tout la semaine prochaine, ça sera du rétro. Ou pas raid, on va changer de couleur quand quand ça sera un petit peu plus tranquille. L'occasion pour nous de vous remercier tous chaudement, hein, vous êtes toujours plus à nous écouter, ça nous fait super plaisir. L'occasion aussi pour nous de faire la bise à Ken, à Ludo et à Damien. Je dis bien Damien parce que dans le Discord on nous snipe, parce que je crois que j'ai bafouillé la dernière fois, j'ai dit Damien, et donc Damien, c'est comme ça qu'on l'appelle, Damien. Ça n'arrive, tu vois, voilà, ça n'arrive à tout le monde. On vous remercie tous et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.